Parce qu'ici, chaque matin est une promesse. Bonjour le Bénin, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle matinée pleine d'énergie, d'infos et de bonne humeur. 120 minutes d'émission avec nos rubriques habituelles. Mes chroniqueurs sont déjà en place. La team, bonjour. Bonjour Jennifer. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver, Patrick, Génial, Marvin. Ça fait un mois, exactement. Je vous ai manqué? Oui, énormément. Hein. Ah, vous m'avez beaucoup manqué aussi. Alors, Marvin qui est en bleu comme moi, hein, le mois il est bleu. Oui. Il est bleu. Vous savez c'est quoi le mois est dédié à quoi? C'est novembre bleu. Novembre bleu, oui. N'est-ce pas? Oui. En tout cas, vous êtes dans les couleurs. Oui, Génial, vous n'êtes pas dans les couleurs, mais vous êtes dame santé. Et comment? Vous avez l'info. Oui. Novembre bleu, de quoi il s'agit? Alors, les hommes, dépistez-vous, la prostate, ça n'arrive pas qu'aux autres. N'est-ce pas? Patrick, Patrick également a du bleu. Hein. Vous êtes dans le mouvement. Oui, je suis dans le mouvement. N'est-ce pas? Je n'ai pas envie de vous demander si vous allez vous dépister, mais qu'est-ce que vous en pensez très, très rapidement? Eh bien, il faut aller se dépister. Il le faut, coûte que coûte. Dès qu'il y a une opération de ce genre, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup. En tout cas, je sais que chacun s'est préparé à cette table, que ce soit Marvin, Patrick, Génial, Ghislaine et Heureuse qui vont également nous rejoindre avec chacun leurs invités au menu ce matin. On revient sur la fusion entre les partis Renaissance nationale et Union progressiste, le renouveau annoncé il y a quelques jours lors du congrès extraordinaire du RN. Nouveau souffle ou simple positionnement stratégique? On en parle avec notre invité du jour. Nous sommes en novembre, on en parlait déjà, on amorçait la question et le mois il est bleu, dédié à la sensibilisation sur les cancers masculins. On parle ce matin du cancer de la prostate avec Heureuse Danondé et son invité, mais également d'une marche de sensibilisation prévue à cet effet. Et puis, mesdames, messieurs, dans la rubrique Bénin en mouvement, on vous emmène en voyage au cœur de la gastronomie béninoise avec Ghislaine Adimi. Entre tradition, saveur et innovation, vous découvrirez le patrimoine culinaire béninois riche et varié qui a tant à offrir. Mais on ouvre tout ceci avec Génial Afouda, Monsi Agboka dans le bulletin d'information. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine et cap sur l'OME pour ouvrir ce bulletin. La deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre de l'année 2025 s'est ouverte dans ce département. Au menu de cette rencontre, plusieurs sujets. Des détails à ce propos avec le préfet de l'OME. On l'écoute au micro de Vitis Aoré. Nous nous retrouvons pour valider les acquis et tracer les prochaines étapes dans un climat de complémentarité. À cet égard, le premier point à l'ordre du jour de cette session concerne la lecture, l'amendement et l'adoption du compte rendu de la première session. Je vous exhorte à l'examen rigoureux de ce document car il constitue la mémoire institutionnelle de nos résolutions. Le deuxième point est relatif à une communication sur l'état d'avancement du projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Emé au 31 octobre 2025. Le troisième point est consacré à l'examen des plans de développement communal PDC, 4e génération des communes de Sémékodi, Avrankou, Akromisrete et Bonou, en vue de délibérer sur ces outils importants de planification. Le quatrième point, par contre, nous offre une opportunité précieuse, celle d'aborder les problèmes spécifiques qui peuvent surgir dans la collaboration quotidienne entre les autorités communales et l'autorité de tutelle et certains défis qu'il urge de relever pour la bonne marche des communes du département de l'Emé. Même registre, mais cette fois-ci dans le Borgou, le préfet du département a présidé à Parakou la seconde session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination au titre
de cette année. Plusieurs communications ont été présentées, dont celle relative aux enjeux, disais-je, sécuritaires dans ce département. Michael Noatien, Dorcas Tito, Tchalidji. Au total, 5 communications focalisent les attentions au cours de cette session. L'importance des foyers améliorés pour le développement est l'une des thématiques phares présentées par le directeur général du projet BISAP au Bénin. En fait, c'est un projet qui apporte vraiment du développement durable parce que ça aide les ménages vraiment à améliorer leurs conditions de vie. Quand on fait des calculs, on voit qu'un ménage qui utilise ce foyer peut économiser jusqu'à plus de 100 000 francs par an. Pourquoi? Parce qu'il dépense moins pour l'achat de bois. La santé, il dépense moins pour se soigner parce que les maladies respiratoires et tout ça, il ne les a plus. Une communication sur le bilan de la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire dans le département est aussi présentée. Alors il y a plusieurs défis et difficultés dans la mise en œuvre de cette politique, notamment le nombre insuffisant de relais communautaires pour couvrir toutes les interventions que nous faisons. Nous avons décidé de désigner des relais communautaires complémentaires pour avoir une couverture optimale. Les résultats issus de la phase pilote ont été jugés très encourageants, démontrant la pertinence et la valeur ajoutée de l'approche intégrée communautaire mise en œuvre. Cette approche s'inscrit pleinement dans la vision Une seule santé qui prône l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. En favorisant la synergie entre ces 3 dimensions, cette politique traduit une volonté claire du chef de l'État et de son gouvernement de bâtir un système de santé global, résilient et durable au service du bien-être des populations. Les enjeux sécuritaires dans le département du Borgou, ainsi que les rôles et responsabilités des élus locaux dans la lutte contre le terrorisme et autres formes d'insécurité, est une communication présentée par le directeur départemental de la police républicaine du Borgou. La budgétisation des activités de reboisement ainsi que les modalités d'allumage des feux précoces au titre de la campagne 2025-2026 dans le département ont fait aussi objet de débat. On parle santé à présent, direction le village de Zonsego dans la commune de Kovey. Là-bas, vous allez le voir, il y a de la joie au sein de la population et pour cause, eh bien, les femmes de cette localité peuvent désormais aller aisément bénéficier des soins prénataux sans avoir à parcourir de longues distances. Une maternité isolée, réhabilitée et dotée d'équipements vient d'être mise à leur disposition. Il s'agit là d'une réalisation du conseil communal de Kovey. Pierrette Adansi et Canel Capo. 25 millions de francs CFA, toutes tasses comprises. C'est le montant voté en 2023 par le conseil communal de Kovey pour la réhabilitation de cette maternité isolée de Zonsego dans l'arrondissement d'Adogbe. Située à 20 km du centre-ville, la nouvelle maternité est composée de salles d'accouchement, de post-partum, de lits, d'une petite pharmacie, d'une salle de garde, d'une paillote de vaccination et bien d'autres équipements. C'est une maternité qui a été construite sur le projet PSDCC en 2012, mais faute de personnel, cette maternité a dû fermer. La maternité a été réhabilitée complètement. Les travaux ont commencé en 2024 et fini cette année. Et pour que ça soit fonctionnel, nous avons demandé à la cellule de nous permettre de recruter sur financement propre de la mairie une sage-femme et 2 aides-soignantes. Ce qui a été autorisé avec l'appui de la direction départementale du travail et de la préfecture. Nous avons procédé au recrutement de ces cadres qui ont signé contrat et qui ont pris service depuis le 1er octobre passé. C'est vrai, maire que je suis, même si je propose et que le conseil rejette, je pense qu'on ne serait pas à ce niveau. Je voudrais vraiment, chère population, vous prier d'ovationner le conseil communal de Kovey pour son appui. C'est en fréquentant ce centre que vous allez encourager et le gouvernement et le conseil communal et la direction départementale de la santé et la zone sanitaire et les partenaires techniques et financiers à accompagner puisque les autres objectifs puissent être atteints. La transparence, la participation et la responsabilité
sont les clés d'un centre de santé durable et crédible. Au nom du directeur départemental de la santé du Zou, je prends ici l'engagement que le niveau départemental continuera d'accompagner la zone sanitaire et la commune de Kové à travers la supervision, la formation continue et l'appui en matériel et intrants médicaux. Cette infrastructure sanitaire va donc contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Direction le plateau où l'on célèbre l'excellence. Il s'agit d'une idée du directeur départemental de l'enseignement secondaire qui vise à primer les meilleurs élèves et membres du corps enseignant. L'événement en est à sa 3e édition. Yves-Patrick Loco et Michel Egbe nous en disent plus. Merci beaucoup. L'excellence célébrée dans le département du Plateau. Au CG1 de Kétou, les enseignants de cette cité de la Porte Magique sont récompensés pour leurs efforts. Ils repartent avec des lettres de félicitations et d'encouragement. Les meilleurs élèves sont également primés. Ce succès n'est pas une fin, mais un commencement. Il nous rappelle que nous sommes capables, que nous avons en nous la force de rêver grand et d'agir avec audace. Que nos pas nous mènent vers les horizons où l'apprentissage ne cesse jamais. Sur les 962 élèves au BPC, 922 sont admis, ce qui nous donne un pourcentage de 85,45% et place la commune de Kétou à la première place sur les 5 que compte le département. Au baccalauréat 2025, la commune de Kétou, sur ces 390 candidats admis, était présent à la science 537, ce qui fait un pourcentage de 72,63. La commune de Kétou occupe la 3e place après Bobin et Ifani. La journée d'excellence qui a sa 3e édition est instituée par le directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Voilà. C'est sa façon toute trouvée pour encourager la saine émulation dans le plateau. Tout enseignant doit avoir un taux de réussite de 80% au moins dans sa discipline à un examen national. Pour avoir la lettre de félicitation, tout chef d'établissement doit avoir un taux de réussite de 80% au moins de candidats admis dans son établissement. En chiffres, la journée d'excellence dans le département du Plateau, c'est 22 élèves lauréats, 65 enseignants, 17 chefs d'établissement et 10 surveillants et censeurs qui sont auréolés. Ils sont appelés à maintenir l'élan. On vous emmène à présent à Natitengu où l'espoir d'un avenir plus résilient s'écrit désormais en 4 lettres. WERI. Il s'agit d'un programme ambitieux porté par l'ABJF avec l'appui financier de l'Union européenne pour renforcer la résilience des communautés des régions septentrionales des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Ronald Robinson et Michael Noatim pour le reportage. Le projet WERI porte l'espoir de la poursuite du changement durable impulsé par les réalisations du précédent projet dénommé Sinan Serou. Sur financement de l'Union européenne, un financement sur 3 ans à hauteur de 3 millions d'euros, un peu près de 2 milliards de francs CFA, ce projet contribuera à atteindre des communautés avec les investissements et la création et l'animation des espaces de dialogue qui existent pour faire en sorte que les populations désormais puissent avoir le sentiment d'appartenance à la nation. Nous faisons en sorte qu'également les communautés d'accueil, que sont les populations locales et les déplacés internes, les chercheurs d'asile ou les réfugiés, puissent avoir des infrastructures d'accueil qui leur permettent vraiment de jouir de toutes ces infrastructures qui seront érigées. Le programme s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de la résilience des régions septentrionales, du Bénin et du Togo. C'est un programme sur 2 pays. Donc c'est une approche territoriale intégrée, qui inclut en parallèle, notamment dans ce programme ici, en plus de ce nouveau financement qui est mis en œuvre par la BGF, un financement aussi en faveur du FADEC, guichet Sahel, dont la TACORA bénéficie également, à hauteur de 11 millions d'euros au travers de la KfW, et aussi un appui à African Park à hauteur de 3 millions d'euros.
Cette initiative régionale touche au Bénin 3 communes de la Liborie, Banikwara, Malanville et Segbana, et 3 autres de l'Atakora, Kérou, Materi et Tangueta. C'est un message fort de solidarité. La BGF a démontré sa capacité à transformer une vision en action concrète. Nos reconnaissances à l'État central. Cet appui traduit la vitalité de la coopération entre le Bénin et l'Union européenne, fondée sur des valeurs partagées de solidarité, de paix et de développement durable. En marge de la réalisation des infrastructures socio-communautaires et de sécurité à hauteur de 5 milliards de francs CFA prévus par le gouvernement, le projet WERI veut redonner confiance et bâtir la résilience au cœur des communautés frontalières. Pendant ce temps, le réseau national des enseignants affiche son soutien au duo Wadain-Talata. Ces guides de la connaissance sont convaincus que ce tandem saura répondre aux attentes du secteur éducatif et impulser un nouveau dynamisme au Bénin. La déclaration de soutien s'est faite autour du thème « Enseignants semeurs d'avenir », écho de ce rassemblement avec Ramatou Lawani et Rachidat Biomam. L'enseignement est leur métier, la politique leur engagement. En plaçant l'enseignant au cœur de la transmission des valeurs de foi, d'éthique et de responsabilité, le candidat Romuald Wadain a honoré toute la profession éducative. Les enseignants y voient une reconnaissance sincère de leur mission et une invitation à renforcer leur rôle de bâtisseurs de lumière et de semeurs d'avenir pour le Bénin de demain. En retour, les éducateurs du réseau de manière unanime répondent présents. Des 12 départements du Bénin, ils ont convergé pour sceller leur totale adhésion avec l'appui des recommandations et des rappels. Tenir la promesse du reversement intégral et équitable des AME dans la fonction publique. Mettre en réseau l'ensemble des enseignants membres du mouvement Djogwe à tous les niveaux, communal, départemental et national, pour une meilleure synergie d'action. Instituer un cadre permanent de dialogue et de formation continue sur les thèmes essentiels tels que la foi, l'éthique, la pédagogie citoyenne et le leadership éducatif. Soutenir et renforcer la campagne d'éducation civique et morale auprès des élèves et des parents. Renforcer la coopération entre enseignants, familles et communautés. Et enfin, encourager la mobilisation des enseignants pour un scrutin apaisé en 2026. Pour le réseau national des enseignants sous la bannière du groupe politique Djogwe, l'avenir de l'éducation béninoise s'écrit aujourd'hui. Confiants en l'avenir, ils sont mobilisés, prêts à agir et à jouer efficacement leur rôle aux côtés du duo Wadain-Talata. Et dans le Zouf, le mouvement Jeunesse Wadain s'organise à son tour. Les membres poursuivent leur tournée nationale de soutien à la candidature du duo Wadain-Talata. Ce week-end, ils ont officiellement lancé leurs activités à Boycon dans le département. Objectif, mobiliser la jeunesse autour de la dynamique du duo. Mise en place en septembre 2025. Jeunesse Wadain est un grand regroupement constitué de mouvements, d'associations et d'organisations de la société civile. Sa mission, soutenir jusqu'au bout le duo Romuald Wadain, Mariam Chabi-Talata. Ce dispositif n'est pas né au lendemain de son choix, mais c'est un dispositif qui a travaillé à son choix. Nous avons travaillé à son choix et nous avons le devoir de l'accompagner jusqu'au bout. Sont représentés au lancement des activités de la plateforme Jeunesse Wadain du Zoo, les jeunes des 76 arrondissements du département. Et en tant que jeunes, conscientes et engagées, nous refusons la résignation et le recul. Nous choisissons le travail, la discipline et la transformation de notre pays. Et ce choix est notre choix et nous allons être déterminés à l'accompagner jusqu'à la fin.
Jeunesse Wadani du Zou s'engage ainsi à sensibiliser aux idéaux du duo Wadani-Talata et à défendre les acquis de l'actuelle gouvernance. Le Cotonou Comedy Festival va se tenir du 1er au 6 décembre prochain dans la capitale économique du Bénin. Un rendez-vous dédié à l'humour, mais qui va bien au-delà du simple divertissement. À travers ce festival, eh bien, le gouvernement entend bâtir une véritable industrie créative autour du rire. Le directeur général de l'ADAC en explique la vision. Il est au micro de Victorine Bondé et Alexis Segbemon. Cotonou s'apprête à vibrer. 6 jours de rire, d'énergie et de rencontres pour réunir toute l'Afrique autour de l'humour. Un événement inédit qui inscrit la ville phare du Bénin sur la carte mondiale des grandes scènes du rire, le Cotonou Comedy Festival. Le Cotonou Comedy Festival, c'est le rire comme moteur de fierté et de cohésion. Cet événement est une célébration du génie africain. Nous avons des artistes confirmés qui viennent de partout, du Sénégal, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la France, de la Belgique et même de la Grande-Bretagne. Une prouesse rendue possible grâce à un partenariat d'exception avec le Montreux Comedy Festival, référence absolue du genre, vitrine internationale, du talent et du sourire. Pour nous, c'était fondamental que le premier festival d'humour à Cotonou mette en avant les humoristes africains qui sont déjà là, mais qui, en les faisant travailler ensemble et en leur amenant notre savoir-faire. Mais le Cotonou Comedy Festival, c'est plus que du rire. Ce grand rendez-vous se veut aussi un levier économique et touristique majeur. L'humour est de plus en plus professionnel et représente un poids économique et financier de plusieurs milliards de dollars. Et le Bénin veut aussi sa part de ce gâteau international en tablant sur toutes les opportunités offertes aussi bien par les scènes que par les industries de l'écran. Sur scène, un brassage d'humoristes nationaux et internationaux avec une place de choix pour le génie béninois qui s'exprimera dans toute sa diversité et sa créativité. Sur Cotonou Comedy Festival, ils vont voir Eliphaz sous un autre angle et ça va les surprendre. On s'active pour proposer du bon, du meilleur. En tant qu'artiste humoriste, on a toujours rêvé d'être à cette scène-là, cette grande scène qui est aujourd'hui venue chez nous. Je leur promets du boom et on leur demande de sortir massivement pour venir. Du 1er au 6 décembre 2025, l'Afrique rira à Cotonou. Au programme, masterclass, soirée d'humour et spectacle dans les lieux emblématiques de la ville, le Palais des Congrès, le Dôme du Sofitel Marina et l'Institut français. Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin que j'ai eu du plaisir à vous présenter. N'en doutez pas, on se retrouve demain, même heure, même canal. En tout cas, on n'en doute pas, génial. Merci beaucoup pour cette présentation que nous prenons toujours du plaisir à suivre. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Et le même sourire. Allez, ciao. Ciao, génial. Mesdames, messieurs, on passe à présent à l'invité politique. C'est juste après ceci. Le parti politique Renaissance nationale fusionne avec l'Union progressiste Le Renouveau. L'annonce a été faite il y a quelques jours lors du congrès extraordinaire du RN. Cette fusion qui vise à renforcer la dynamique de la majorité présidentielle vient apporter un nouveau souffle à la vie politique nationale. Quels en sont les enjeux? On en parle avec notre invité. Donclam Abalo, acteur politique, mais aussi et surtout directeur à la communication du désormais parti politique Renaissance nationale. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau ce matin. Le plaisir, il est partagé. Alors avec vous, je sais que nous aurons toutes les infos. Déjà, d'entrée, le RN est désormais l'UP, on va dire, est désormais l'Union progressiste, le Renouveau, n'est-ce pas? Vous l'avez dit, le 8 novembre dernier, il y a eu un congrès extraordinaire du parti Renaissance nationale et ce congrès a décidé d'une fusion avec le parti UPR. Donc le congrès
a recommandé au bureau exécutif national du parti d'aller en négociation avec l'Union progressiste de renouveau dans le sens d'une fusion et de remplir toutes les formalités administratives qu'il faut pour qu'on aille réellement à cette fusion-là. Donc un processus est enclenché, vous faites bien de le dire. Désormais, Renaissance nationale travaille avec l'UPR pour atteindre les objectifs politiques qui sont les nôtres. D'accord. Justement, quelle lecture doit-on faire de ce chamboulement, si on peut dire? Ben, vous avez fait une lecture lorsque vous introduisiez cette discussion. Vous avez dit clairement qu'il faut renforcer la mouvance présidentielle dans les objectifs. Quand je parle d'objectifs, il y a les échéances électorales qui viennent. Il faut donc les gagner, les remporter haut les mains. Parlant d'échéances électorales, il y a les législatives, bien évidemment, et puis l'élection présidentielle de 2026 surtout. Les communales également. Les communales, bon, vous savez très bien que le parti Renaissance nationale n'a pas déposé de dossier pour les élections communales et municipales. Et donc, ce sont ces échéances-là qui sont importantes. Il faut travailler ensemble pour y aller. Le chef de la majorité a appelé à une union de toutes les forces politiques de la majorité. Donc, nous y sommes. Il n'y a pas de souci pour ça. Rassurez-vous, c'est pour la bonne cause. D'accord. Alors, vous allez travailler main dans la main, justement, avec ce grand parti politique pour remporter les élections. Donc, on se demande si c'est plutôt un positionnement stratégique et peut-être pas forcément une véritable convergence idéologique. Je ne sais pas ce que vous appelez positionnement stratégique, c'est à vous de me dire clairement ce que c'est. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est quoi? C'est qu'en politique, on parle de stratégie. Donc, dans tous les cas de figure, on ne fait pas de la politique pour les beaux yeux de quelqu'un. On fait de la politique pour aller à la conquête et à la gestion du pouvoir politique. Donc, forcément, on parle de stratégie. Et comme je vous ai dit, il y a un objectif commun. L'objectif commun de la majorité présidentielle, c'est de faire élire le duo de la mouvance présidentielle pour les élections à venir. Tout le monde va travailler dans ce sens-là et tout le monde va apporter ses réseaux, ses amis, ses connaissances pour que l'objectif soit atteint. Et au soir de l'élection présidentielle, on doit pouvoir avoir le sourire un peu partout sur les différents visages. Donc pour nous, c'est très clair. Il y a une orientation qui est très claire. Il y a des objectifs qui sont très clairs. Il ne s'agit pas d'aller en rang dispersé, il s'agit d'aller ensemble pour atteindre tous les objectifs. Donc, rassurez-vous, c'est aussi bien une stratégie qu'un positionnement et tout ce que vous voulez, en fait. Tout à fait, parce que tout le monde doit être uni, justement. Et je reviens sur cette expression, renforcer la dynamique de la majorité présidentielle, qui a d'ailleurs été évoquée par la chef du parti, Madame Claudine Prudencio. En quoi est-ce aussi important pour le parti Renaissance, j'ai envie de dire, Renaissance nationale? Il faut d'abord commencer par rendre hommage à Mme Claudine Afiavi Prudencio, qui met entre parenthèses, il faut le dire ainsi, plus de 20 années de lutte politique. Jusqu'à date, elle était la seule chef de parti politique au Bénin. Et donc, elle demeure acteur de la mouvance présidentielle, acteur politique, si on peut le dire ainsi. Donc, il faut lui rendre hommage pour son humilité, son sens de responsabilité, pour avoir accepté de d'effacer son parti, pour renforcer justement l'Union progressiste, le renouveau. Et vous l'avez dit, et ça, il faut le marteler, ça a un sens pour elle, un sens d'honneur, un sens de responsabilité, un sens de parole tenue, parce que justement, elle a fait la promesse de travailler au développement de notre pays, elle a fait la promesse de travailler aux côtés du chef de l'État, et tant que la mouvance continue à aller dans le sens du développement du pays, elle est présente. Donc, elle s'efface pour que le Bénin triomphe, c'est important de le marteler. C'est tout le sens de cette fusion qui a été actée le 8 novembre dernier. Il faut le comprendre ici et ne pas le comprendre autrement. D'accord. Alors justement, derrière cette formule, il est important de retenir que le RN, l'ancien RN, désormais en collaboration avec l'UPR, travaille au développement. Et justement, certains également estiment que le RN ne fusionne pas, mais plutôt disparaît. Quelle lecture vous en faites? Il y a une différence, selon vous, est-ce qu'il y a une différence? Selon la fusion, c'est collaborer, mais certaines personnes estiment que le RN, à lui tout seul, représentait peut-être une entité qu'il ne faudrait
qu'il faudrait mieux conserver peut-être? Alors, ce que je dois vous dire, c'est quoi? C'est que le Congrès, encore une fois, c'est le Congrès qui est souverain, qui a décidé justement d'autoriser le Bureau exécutif national pour aller en discussion avec l'UPR dans le sens de la fusion. Donc la fusion pour nous, c'est disparaître pour que un plus grand ensemble politique puisse naître. Cela contraste avec ce qui avait été fait avec le bloc républicain, il faut le dire tout de suite, parce que là-bas, c'était un accord de partenariat, il n'y avait pas de fusion. Et donc un accord qui permettait que chaque entité puisse retrouver son indépendance lorsqu'elle ne se retrouvait pas dans les choix et les orientations. Donc ce n'est pas la même forme juridique que ce qui se fait actuellement avec l'UPR. Avec l'UPR, il s'agit bien d'une fusion, il s'agit bien de RN qui disparaît pour renaître, on peut le dire, dans l'UPR et pour fleurir à nouveau. Ce sont les termes que nous avons utilisés pour expliquer notre choix politique. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de problème pour ça. RN disparaît effectivement au profit d'une entité beaucoup plus grande. Et notre ambition, c'est d'apporter notre pierre à l'édification d'une nation prospère, d'apporter notre pierre à la réussite surtout des ambitions politiques futures. Et pour nous, c'est très clair. Nous travaillerons à ce que le duo de candidats puisse gagner au premier tour, KO. Voilà. D'accord. Et justement, cet ancien parti, c'est quand même des militants, c'est des sympathisants. Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait à la base pour mettre tout le monde dans les dispositions, je dirais, perçues selon par vous? Oui, ce travail ne finira jamais d'être fait. C'est un travail qu'on fait en amont, un travail qu'on continuera à faire en aval aussi. Donc, un congrès s'est réuni. Lorsqu'on est militant d'un parti politique et qu'un congrès se réunit avec des congressistes qui décident d'une orientation, cela s'impose à tous. Donc, même s'il y a des gens qui ne sont pas forcément contents, cela fait partie de la vie. Il faut maintenant les amener à mieux comprendre. Mais je dois vous rassurer pour dire que les militants de Renaissance nationale ont bien perçu l'importance stratégique de cette nouvelle orientation. Ils ont bien perçu l'importance de travailler à renforcer la majorité présidentielle. Ils ont perçu tout ce qui était à l'origine de cette décision et ils ont accepté. Vos confrères qui étaient là pourraient vous le confirmer. Ils ont accepté la nouvelle orientation, ils ont accepté la nouvelle donne et ils ont même pris l'engagement de travailler à mieux faire accepter cela aux uns et aux autres. Et je crois que le travail a commencé, il va se poursuivre et nous n'avons pas de crainte sur les résultats. Comme je vous l'ai dit, on entre en politique pour exister. On entre en politique, quand je dis exister, c'est politiquement. Donc prendre des responsabilités, contribuer au développement du pays. Les uns et les autres sont conscients de ça. Et partout où ils sont, les militants de RN sont fiers de cette orientation. Ils l'ont même dit pour ceux qui étaient présents au congrès extraordinaire à la présidente. Ils l'ont remercié pour sa ténacité, remercié pour son sens de responsabilité, son leadership. Ils l'ont remercié également pour tout ce qu'elle a fait jusque-là et qu'elle continuera à faire pour le rayonnement des uns des autres. D'accord. Alors, l'ancien RN et UPR se servent désormais les codes. En quoi, puisque les deux partis étant de la majorité présidentielle, en quoi cela peut apporter une autre force, je dirais, à cette désormais entité? Mais c'est un renforcement, vous l'avez dit. Et en politique, nul n'est de trop. Chaque fois qu'on peut faire une addition pour aller de l'avant, c'était important de le faire. Et j'ai eu la chance de participer à toutes les tractations qui ont conduit à cela. Je peux vous dire que même au niveau de l'UPR, il y a une certaine satisfaction de voir RN venir. Il y a une certaine satisfaction de savoir qu'on peut désormais compter sur les cadres et militants de RN, sur les réseaux de RN et surtout ce que RN peut apporter. Donc pour nous, il y a pas du tout de problème par rapport à ça. On va dans un ensemble beaucoup plus grand. On va vers une conquête claire du pouvoir. Et le chef de la majorité l'a dit clairement, il souhaite que tout le monde puisse travailler ensemble. C'est un postulat. Et donc, à chacun maintenant de mettre en œuvre ce postulat du président de la République. Et notre parti s'inscrit clairement dans cette ligne. Et c'est ça que je suis venu vous dire ce matin. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Les objectifs sont clairs, la vision, elle est claire. Nous savons où nous allons et nous nous donnons les moyens d'y aller. D'accord. Et qu'est-ce qui a penché en faveur de l'UPR? Parce que vous l'aviez dit, il y a eu une autre démarche avec le bloc républicain que vous venez d'éclaircir qui n'a pas forcément abouti. Pourquoi l'UPR? Pourquoi peut-être pas Moël Bénin? Oui, mais le scandale aura été qu'on fasse une fusion avec un parti de l'opposition. Tout à fait. Ça aurait été cela le problème. Mais vous évoquez le cas de BR, ce que moi-même j'ai abordé tout
tout à l'heure. Vous savez, vous êtes une femme. Vous vous êtes appelée à aller peut-être au mariage. Le mariage, c'est un accord de volonté. Et lorsqu'on parle de mariage, on parle de divorce. Donc c'est ce qui s'est passé quand ça ne marche pas. Exactement, avec le BR. Donc l'accord qu'il y avait, d'ailleurs, les textes de BR ne prévoyaient pas forcément une fusion. Et donc, quand ça n'a pas marché, chaque entité a retrouvé son indépendance. Mais ici, il ne s'agit pas de mariage, il s'agit de fusion. Donc il y a une différence sur la forme juridique de ce que nous avons pu faire avec les uns et les autres. Maintenant, Mouel fait partie de la majorité. Donc, et d'ailleurs, la présidente du parti Renaissance nationale et le président de Mouel sont tous deux ministres conseillers. Et donc se voient à chaque fois autour de la table de décision. Donc il n'y a pas de fermeture. Au contraire, il y a une grande ouverture. Donc que ce soit UPR, BR, Mouel, nous considérons que c'est la même majorité et donc pour nous, il n'y a pas de problème. Maintenant, on discute avec tout le monde, on discute toujours avec les responsables de Mouel, et puis c'est dans un creuset beaucoup plus large. Donc rassurez-vous, il n'y a pas ce type de discussion qui nous tire vers le bas. Il n'y a que l'option aujourd'hui a été d'aller avec l'UPR, de fusionner avec l'UPR. Clairement, les objectifs sont connus et nous vous rassurons que ça ne va pas se passer comme ça s'est passé avec le Bloc républicain. De toutes les façons, nous partons avec beaucoup de gages par rapport à ça. Et puis voilà, c'est ce que je peux vous répondre. D'accord. Tout à l'heure, vous avez amorcé la question du développement qui est en très bonne voie. Et vous le disiez vous-même lors de sa récente sortie médiatique, le chef de l'État prônait un paysage politique uni pour le développement, ce à quoi on voit déjà que les partis de la mouvance s'attellent. En quoi cela peut-il être un plus pour vous, les partis de la mouvance, de travailler à cet idéal-là? Oui, mais qu'est-ce que nous voulons tous dans le pays? Nous voulons que notre pays soit beaucoup plus visible. Nous voulons que notre pays puisse se développer. Et donc, tant qu'on peut boucher les trous de la jarre, il faut le faire. Tant qu'on peut avoir déjà dans l'esprit, dans la vision de faire avancer le pays, il faut le faire. Le chef de l'État a appelé à ce que tout le monde puisse travailler ensemble. Comme je l'ai dit, c'est un postulat, c'est une volonté qu'il a manifestée. Et puis, si tout le monde peut le faire, effectivement, ça peut être intéressant pour que ça soit le Bénin d'abord. Parce qu'après tout, le pays reste, le pays demeure. Nous allons tous passer, mais le pays demeure. Donc, sur votre question, madame, je veux vous rassurer que personne ne perd à travailler pour le développement de son pays. Et c'est cela que nous voulons faire dans cette grande majorité-là. Nous allons apporter notre contribution. Ça se faisait déjà, donc ça va se poursuivre. Nous n'avons pas de crainte sur la collaboration des uns et des autres. C'est vrai que dans un groupe, il y a toujours des frictions, mais on travaille à aller au-delà de ça. On travaille à faire émerger un idéal. Et puis c'est un travail sans fin. Chaque jour qui passe, on travaille dans ce sens. Je veux vous rassurer encore ce matin, rassurer les militantes et militants de RN que l'option qui a été faite au Congrès extraordinaire, l'option du Congrès, une décision du Congrès, et puis le Bureau exécutif national fera en sorte de mettre en œuvre cette décision-là. Dans quelques jours, certainement dans cette semaine, si tout va bien, il y aura d'autres pans du développement de cette actualité-là pour montrer réellement notre volonté d'aller à cette fusion et de travailler aux côtés de ceux qui pensent au développement de notre pays. D'accord. Et quand on vous suit, on se rend compte que l'ex-parti RN n'est pas forcément en mauvais termes, j'ai envie de dire, avec le BR, puisque vous avez dit que tout le monde, justement, pouvait porter cet idéal-là. Bien sûr. Pourquoi être en mauvais termes lorsqu'on a les mêmes objectifs, lorsqu'on appartient à une même famille? Je vous ai dit que même chez vous à la maison, en famille, il y a toujours des frictions, il y a toujours des mécontentements ça et là, mais après, il y a un idéal qui triomphe. Nous, tous les partis de la majorité présidentielle travaillent avec le chef de la majorité pour des objectifs clairs. Donc, il n'y a pas de raison de laisser prospérer des frictions ou des mécontentements. Non, pas du tout. Je peux être formel sur ça, puisque au sein de l'équipe gouvernementale, au sein des ministres conseillers, il y a bien la présidente du parti qui s'asseye en conseil extraordinaire chaque lundi avec les membres du BR, avec les membres de Mouel et avec les membres de l'UPR. Quand ils le font comme ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour prendre des décisions qu'il nous faut avancer. Donc il n'y a pas de problème a priori. Donc rassurez-vous pour ça.
même si ça existait, on travaillera à aller au-delà de tout ceci. Tout à fait. On retient donc sur ce plateau que Renaissance, l'ex-parti, j'ai envie de dire, parce que le processus est enclenché, l'ex-parti, Renaissance nationale porte l'idéal justement de la mouvance présidentielle, participer au développement et réussir à faire élire le duo proposé. On travaillera beaucoup pour ça. Pour nous, c'est très important. C'est l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle. Et, il y a une dynamique qui est enclenchée. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Le temps est arrivé pour RN de mourir, pour renaître au sein de l'UPR et pour travailler justement au triomphe de tous les idéaux de la majorité présidentielle. Nous n'allons pas jouer le second rôle dans ce sens-là, rassurez-vous. On vous attend sur cela, justement. Bon, vous l'avez déjà fait, hein. Vous allez peut-être lancer un très rapide appel à vos militants, vos sympathisants qui vous suivent, histoire de les rebooster peut-être? Donc leur demander d'être sereins et puis d'être mobilisés pour que l'idéal commun triomphe, pour que dans cet ensemble-là, on puisse remarquer leur touche. Parce que ce qui est important, ce n'est pas seulement de se mettre ensemble, c'est lorsqu'on est ensemble de faire l'essentiel pour tirer les marrons du feu, faire l'essentiel pour exister, faire l'essentiel pour faire prospérer l'idéal. Et quand vous le faites, vous êtes remarqué et puis vous êtes remercié à votre juste valeur. Donc nos militants sont appelés à la sérénité, à la mobilisation et surtout au travail acharné pour se démarquer du grand lot. Force à vous, donc Lamabalo, je rappelle que vous êtes acteur politique et directeur à la communication du désormais ex-parti Renaissance nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour votre invitation. C'est mon premier plateau depuis que les choses ont changé. Mon retour en politique. Donc merci de m'offrir cette opportunité. C'est une exclusivité pour nous sur Bonjour le Bénin. Merci pour cela. On va vous raccompagner. On installe le prochain plateau, mais avant tout ceci, on marque une pause. En plateau avec moi, Patrick Djossou, heureuse d'annoncer Ghislaine Adimi. À nouveau, bonjour Patrick. Oui, bonjour. Jenny Assier. Merci beaucoup. On avait oublié Jenny Assier tout à l'heure. On ramène Jenny heureuse Assier. Qui était, je l'avoue, en coulisses, mais qui n'a pas voulu se joindre à nous tout à l'heure sur le plateau. Bonjour heureuse. Ne le dites pas ainsi, ne le dites pas ainsi. Ben, ce sont les contraintes du direct. Vous êtes en novembre bleu hein, avec les boucles d'oreilles. Ah bon, franchement, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Ghislaine Adimi. Bonjour ma chère Ghislaine. Bonjour ma jolie Jennifer. Oh là là, mais quelle beauté avec la coupe. Merci, ça vous séduit les téléspectateurs. N'est-ce pas? Bonjour le Bénin. Alors on entre dans le vif du sujet. On va parler de événements à la une avec Patrick Djossou. C'est juste après ceci. Événement à la une, mesdames, messieurs, vous le savez, nous allons toujours à la chasse pour vous, pour savoir, pour dégoter ce qui fait l'actualité, ce qu'il y a comme événement. Patrick, qu'est-ce qu'on a comme événement aujourd'hui? Oui, le premier événement, c'est Solo Show à Kotachi. Solo Show à Kotachi. Solo Show, je vais y arriver. Solo Show Exactement. à Kotachi. À Kotachi. C'est vite arrivé. À Kotachi. Solo Show à Kotachi. À Kotachi. On y va. Alors, c'est une exposition d'œuvres d'art. Et le vernissage a été fait le vendredi dernier, le vendredi 7 novembre 2025. Et c'est du vendredi 7 novembre plutôt, 2025 au vendredi 5 décembre 2025. Okay. Donc, à peu près un mois d'exposition. Et c'est où? C'est dans un complexe hôtelier, Royal Hotel H&M. C'est un complexe hôtelier qui est à Akpakpa. Certains diront vers Akpakpa pour la liaison. Alors, Akpakpa, c'est vers le cinéma Concorde. Voilà, dans les environs du cinéma Concorde, sur la voie qui va vers Sekandji. Et c'est une exposition d'un artiste plasticien, un jeune, Léonel Zadji, c'est son nom. Un artiste qui n'est pas à sa première mise, à sa première exposition. Et il invite les téléspectateurs et tous ceux qui sont béninois ou
qui ne sont pas béninois et qui sont à Cotonou, il les invite à venir visiter ses œuvres. La visite est libre et gratuite. Okay. Quand on dit Akotache, ça fait le panégyrique, je pense. Oui, les panégyriques. Et il les a peints. Oui, il les a peints. Il a pu... Akotache, est-ce que c'est Akoche, panégyrique. C'est mon clan, c'est ma région, ma tribu. région, voilà, oui. Oui, ma tribu, oui, tout c'est ensemble. Très intéressant. Voilà. Donc, de beaux tableaux, il faut y aller. Vous aimez le vernissage, Patrick? Oui, j'adore. Évidemment. Enfin, il peint lui aussi, donc c'est normal. Évidemment. Et vous, Ghislaine, vous aimez le vernissage? Oui, j'aime bien tout ce qui est art, parce que c'est de la curiosité pour moi. J'aime me retrouver devant un tableau et qu'on m'explique. J'essaie déjà moi d'imaginer ce que c'est et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. J'aime bien ce jeu-là. C'est intéressant. Et vous, heureuse? Ainsi que moi. Vous aimez l'art également, le vernissage? Oui, ça permet de voyager. De voyager. Oui. Donc tout le monde sera peut-être à ce vernissage, si le temps nous le permet. Le vernissage a eu lieu. Maintenant, c'est l'exposition. L'exposition, tout à fait. On ira voir. Oui. Il faut y aller. J'adore dessiner. J'espère que tous les clans ont été pris en compte. En fait, c'est ce que je vais aller vérifier si mon clan a été pris en compte. Moi, je suis Djaka. Moi, je ne sais pas dessiner, malheureusement, mais j'aime bien quand c'est beau. N'est-ce pas? C'est très intéressant. On ira. En réalité, tout le monde sait dessiner. Je ne crois pas. Ça dépend de comment. Si je te raconte ce que j'ai eu pour dessiner la carte du Bénin. Racontez. Seigneur Jésus. Carte du Bénin, c'est une longue histoire avec les élèves. Au CE2. Oui. Et maître Vincent. Les quatre traumatisés. Vincent Akissou. Et je ne vais pas oublier ce nom-là. Mais je lui dis merci. Merci. Ben voilà, il a fait du bon travail, finalement. Alors, Patrick. Elle a parlé d'Akissou, et on va vers Wenoussou. D'accord. Belle transition. Vers Wenoussou et vers Adjaha, c'est Fidjrosé, c'est à Cotonou. La voix unique, c'est le titre de cette compétition, une compétition vocale, une compétition qui aura lieu à un lieu qu'on appelle le lieu unique. Okay. Donc la voix unique au lieu unique. D'accord. Alors le lieu unique est situé vers Adjaha, Wenoussou, comme je l'ai dit à Fidjrosé. Et la voix unique, la compétition a été lancée, la candidature pour la compétition a été lancée. C'est aujourd'hui la clôture. Donc aujourd'hui, 10 novembre. Les derniers, les retardataires n'ont qu'à vite s'inscrire. Tous ceux qui ont une belle voix ou qui se sentent aptes à participer. Oui, ils n'ont qu'à y aller pour s'inscrire et les dates pour les primes et autres ne sont pas encore définies. Il faut aller déjà s'inscrire. Heureusement, on ira essayer. Testons voir. Il faut tout essayer. Mais je ne vous ai jamais entendu chanter, sinon on peut faire un petit essai. On commence par vous. Non, moi je n'ai pas fini par moi en fin d'émission. J'ai jamais dit que j'allais participer. Chante bien. Merci Ghislaine. Oh là là. Merci. Mais raison de plus pour nous offrir sa belle voix. C'est un concert payant. Alors Patrick, voilà les deux événements. Oui, alors pour ce dernier événement, ce deuxième événement, il y a un prix à gagner. Il y a 200 000 francs. Donc la participation est gratuite, mais à la fin, on gagne 200 000 francs avec on passe en studio. La personne qui gagne va passer en studio. Ça, c'est intéressant. Pour avoir... Vous motivez beaucoup, Ghislaine. Oui. Pourquoi ne pas aller faire comme l'autre là? On ne sait jamais ce qui peut marcher. En studio pour avoir un single et avoir encore, si c'est encore plus grand, un clip. Donc ce n'est pas simplement audio, mais je vais figurer dans votre clip. Non, moi je vais être la danseuse. Et le deuxième prix, c'est 100 000 francs. D'accord. 200 000 francs, premier prix, 100 000 francs, deuxième prix, 100 000 francs avec un concert. Et un concert qui sera fait, la personne pourra faire un concert avec l'orchestre qui joue souvent au lieu unique, orchestre Black Soft. D'accord. Donc voilà, c'est intéressant. Mais est-ce que tout le monde est attendu? Est-ce que Ghislaine peut participer, je peux participer, Heureuse peut participer? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas être professionnel non forcément. Non, il suffit d'envoyer. Enfin, il faut aller au lieu unique et avoir les renseignements. Sinon, c'est envoyer
une vidéo de chanson qu'on a... Une petite ça, vidéo. Là seulement, déjà, ça peut déjà commencer par faire éliminer des gens. Une petite vidéo de chansons chantées a cappella. Et puis, voilà, on fait... on participe. Il y a la sélection, la présélection, la sélection et tout le reste. Non, mais je sais que nous, on a du talent. N'est-ce pas? Bon, je n'en doute guère, mais... Jennifer et moi... Ah oui, n'est-ce pas? On va prendre les 200 000. Mais je vous encourage à participer. Donc... On ira ensemble, Jennifer. Non, ah. non. Ensemble, je démissionne. Ensemble, on est vraiment plus fort. Mais Patrick, peut-être dans une autre vie, vous avez eu à participer à ce genre de concours. Je sais que vous êtes musicien chevronné. Oui, mais en réalité, je n'aime pas trop les concours parce que j'ai eu des concours par rapport à des concours et les concours ne m'ont pas permis de vouloir toujours continuer parce que vous allez au concours et ce qui se passait surtout pour les concours interscolaires, votre orchestre est là, vous vous installez et au moment où vous allez passer, si un orchestre passe avant vous, on dérègle tous les appareils. Oh là là! Oui. Et puis la guitare, on dérègle la guitare. Donc vous passez le temps à vouloir encore régler la guitare. C'est pas joli. Non, mais ça, c'est la stratégie, c'est la compétition. On faisait au collège. Bien sûr. Quand on fait les concours pendant les... C'est ce qu'il évoque. Le temps de régler, le jury dit, oui, vous avez déjà pris trop de temps. Oui, tout ça, c'est dans le test. Oui, tout ça, c'est dans le test. Je suis d'accord. Les adversaires ne te laissent pas passer. Ces petites choses-là. Avant vous, quelqu'un passe et puis il embrouille toutes les cordes là-bas et puis il s'en va. Avant, c'était les cassettes au collège. Oui. Donc, pendant qu'un groupe est passé pour les groupes de chorégraphie, l'autre fait tout peut-être pour aller arracher la corde. La corde, bien sûr. C'est quand vous montez que le truc commence à... On parlera de stratégie. Chacun utilise les moyens pour gagner. Vous avez participé. Tous les coups sont permis. Vous avez participé au concours scolaire de chant? De chant, de danse, oui, parce que moi j'aimais beaucoup m'amuser. Jusqu'à nous savons. J'aime beaucoup m'amuser. Heureuse, vous avez chanté? Pareil, hein. Oh là là! Je ne sais plus ça existe toujours, radio. Oh, il y a une radio à Porto Novo qui faisait ces choses-là les mercredis. Oh, c'était... Vous preniez plaisir. Franchement. Nous n'avons que des chanteurs sur ce plateau. Mesdames, messieurs, nous allons tenter quelque chose. Moi, je suis le jury. Je suis désolée, Heureuse. Je vous prends au mot. Je suis le jury. Nous avons un musicien chevronné sur ce plateau. Bon, qui va faire le concours? Même s'il tout le monde va faire le concours. Heureuse et Ghislaine, la bataille est lancée. Bien sûr, on y va. On commence par vous. Mais ce que vous chantiez à la radio... Songui. On y va. Oui. C'est la musique qui me fait rire sur les réseaux sociaux actuellement. Alors on y va. J'ai essayé déjà. Songui, non. Oui, c'est pas bon un déjà. chant. Moi, c'est quelque chose. C'est pas un chant. En tant que promotrice de ce concours, je vous demande de continuer. Mais bien sûr, on y va. Parlons de la prostate, ça m'aiderait. Bon, heureuse à éliminer. Ghislaine, vous vouliez bien nous faire découvrir votre voix de rossignol. Je sais que vous avez les capacités. Malheureusement, la grippe qui m'a chicoté la semaine dernière passée par là. Éliminée d'office. On y va? On y va. Attention. Qu'est-ce que je vais chanter? Ce qui vous passionne. Pour l'instant, je n'ai pas. Pourquoi même chanter à l'école? C'est ce que vous voulez que vous chantez. À l'école, on travaille, jamais la paresse, travaillons. Franchement. Ah oui, c'est une chanson qui a traversé les temps. Les enfants aujourd'hui, nos enfants reviennent à la maison encore avec ça aujourd'hui. Franchement. Absolument. Mais Patrick, vous n'allez pas chanter également, fredonner quelque chose? Parce que je vous ai vu, dès que Ghislaine a commencé, vous êtes monté tout de suite. Ça peut aller, vous nous offrez une chanson? Bon, en fait, il y a toujours une chanson. Quand on me dit de chanter avec de belles dames, il y a toujours une chanson qui me vient en tête. C'est en fond. On y va. Nyonunde ya nyiwana, wamnishite minado karakara, miwa makoni tombe, de no bele bon. Nyonunde ya nyiwana, wamnishite minado karakara, miwa makoni tombe, de no bele bon.
à nausée à fort, à nausée alors. Bobino sogbedo gamme pepe, à nausée alors, à nausée à fort. Bobino sogbedo gamme pepe. Alors, qui gagne le concours sur ce plateau? Patrick, on donne. Bravo, vous méritez. Patrick nous a fait une belle dédicace là. Vous remportez une bouteille de Bissap. Ah oui. Bon, c'est vrai, pour la santé, oui. Pour la santé, pour la santé. Merci beaucoup, Patrick. On passe à présent à un autre plateau. Heureuse s'impatienter. Elle a beaucoup à nous dire sur le sujet. Instant Santé, c'est tout de suite. Alors, avant de passer justement à Instant Santé, il y a une info qui a tenté de nous échapper, mais qui ne va pas nous échapper. Patrick, il tient beaucoup, c'est le CIMA, n'est-ce pas? Oui, le CIMA, le Salon des industries musicales d'Afrique. C'est un salon qui va débuter cette semaine, donc on ne peut pas ne pas en parler. On va revenir là-dessus en détail dans les jours à venir, mais je voudrais déjà qu'on suive un peu ce bout d'éléments qui plante le décor, qui est la conférence de presse inaugurale, qui plante vraiment le décor du CIMA. On suit cet élément. Il décroche un appel pour sa fonction de chargé des arts vivants à l'ADAC, entendez, Agence de développement des arts et de la culture. Sergio Giovanni Wansou, prix découverte RFI Théâtre 2018, fait partie du scénario ADAC dans l'organisation de l'édition 2025 du Salon international des industries musicales d'Afrique francophone, en abrégé CIMA, présenté aux femmes et hommes des médias du Bénin et d'ailleurs. Il y a eu une première édition qui a eu lieu en Côte d'Ivoire et la deuxième édition a lieu au Bénin. Le CIMA est un événement panafricain qui s'inscrit dans l'univers, dans l'environnement francophone des musiques. C'est, comme son nom l'indique, un salon où plusieurs ou les différents acteurs intervenant dans la chaîne des industries musicales vont pouvoir se rencontrer, échanger de façon professionnelle autour des thématiques clés qui les concernent. Nous sommes dans le domaine de l'économie culturelle. Et quand on dit économie culturelle, vous comprendrez avec moi qu'on va au-delà du créateur, on va au-delà du musicien. On va désormais aller vers tous les autres maillons de la chaîne, comme les producteurs, les managers, les investisseurs, surtout eux, les vendeurs. À partir de mi-novembre 2025, le CIMA, pour cimenter, bétonner, solidifier et fortifier l'industrie musicale du Bénin. Voilà des dates, bien entendu, très bien attendues. Sacrée patte, hein? Toujours la touche originale à la fin. Le CIMA qui cimente, n'est-ce pas? Oui, le CIMA qui cimente, qui bétonne et consolide. Et fortifie aussi. C'était important justement d'en parler. Alors vous le disiez, on revient là-dessus demain avec certainement d'autres précisions. Oui. C'est tout pour événement à la une de ce jour et on passe à présent à Instant Santé. Elle s'impatientait certainement qu'elle a beaucoup à nous dire sur le sujet. Heureuse, on parle avec vous du cancer de la prostate. Ah ouais, enfin. On parle du cancer. On parle du cancer de la prostate avec Oscar Beké, médecin généraliste. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir. Il est initiateur de la marche en bleu. Oui, non, la marche bleue. La marche bleue. Oui. D'accord, la marche bleue. Pourquoi il n'est pas habillé en bleu? Il se réserve pour le grand jour. N'est-ce pas? En tout cas, nous aurons le temps de revenir sur l'initiative. Ce dont on va le plus parler aujourd'hui, c'est cet aspect-là, le dépistage. Quand les hommes n'osent pas se faire dépister, qu'est-ce qui pourrait expliquer la chose? Mais déjà, il faut quand même apporter quelques précisions aux téléspectateurs sur la prostate, son rôle, également sa structure et surtout les principales pathologies qui minent à son bien-être. Et pour démarrer, il faut dire que la prostate est un organe quand même clé de l'appareil génital masculin qui est situé sous la vessie et qui produit un liquide entraînant
dans la composition des spermatozoïdes. Donc, c'est du sperme, pardon, pour donner des spermatozoïdes. Et alors, son rôle principalement, en dehors de la production du liquide prostatique, qui est un liquide qui permet aux spermatozoïdes de survivre et de se déplacer, c'est également l'éjaculation. Elle joue un rôle dans l'éjaculation en poussant le liquide séminal dans l'urètre. Le médecin acquiesce, donc la leçon est bien sûre. Et la dernière fonction qui est attribuée à la prostate, c'est une fonction urinaire. C'est-à-dire que la prostate entoure l'urètre, qui est un canal qui évacue l'urine de la vessie. Et une obstruction peut survenir si son volume augmente. Et là, on peut dire que son volume peut augmenter en fonction de l'âge, sinon ça augmente en fonction de l'âge. Entre autres problèmes liés à la prostate, et là, il faut préciser, la prostate, ce n'est pas un mal, ce n'est pas une maladie, c'est un organe. Parce qu'on a tout fait de le dire, il souffre de prostate, il a chopé la prostate, alors c'était une erreur. Pas du tout, c'est une erreur. La prostate, c'est un organe de l'appareil génital masculin. Alors, les problèmes dont la prostate peut souffrir, des problèmes fréquents, c'est l'adénome de la prostate, qui est une augmentation du volume de la prostate avec l'âge, comme je le disais. Et ça, c'est fréquent chez les hommes après la cinquantaine. Encore qu'avec le style de vie aujourd'hui, peut-être le médecin va dire que ça peut survenir encore beaucoup plus tôt. On ne sait pas. Mais l'adénome de la prostate peut entraîner des mictions fréquentes. On va revenir sur ça. En tout cas, vous êtes bien substitué au médecin. Avant de parler du dépistage, il faudrait qu'on ait... C'est vrai qu'on en parle assez, mais des précisions sur ce que c'est que cet organe et de faire la différence entre le mâle et l'organe. Alors, nous avons l'adénome de la prostate qui peut se manifester par une difficulté à uriner. Si certains hommes nous suivent et on fait ces genres de constats, qu'ils commencent pas peut-être se précipiter pour consulter. Voilà, une difficulté à uriner, des fuites urinaires, ce n'est pas que chez la femme, et des mictions fréquentes et nocturnes de l'urine. Donc, il faut également consulter quand on a ces genres de situations. Le cancer de la prostate, ça également, c'est un mal. Et ça, c'est ce dont on parle le plus. Oui, le cancer de la prostate qui est fréquent chez l'homme, surtout après 50 ans. Il peut être découvert lors d'un dépistage ou suite à un adénome. Et parlant du dépistage, franchement, les hommes, ils fuient. Ils fuient. C'est la partie sensible. Est-ce qu'ils fuient? Oui. Parce que moi, je défends les hommes sur ce plateau. Patrick nous a dit tout à l'heure qu'il faut le faire. Est-ce que les hommes fuient? Oui. N'est-ce pas? Oui. On parle beaucoup. On parle beaucoup. Et c'est un homme qui répond. Donc, ce n'est pas un procès contre les hommes. C'est un constat. Déjà, quand tu parles de dépistage tout de suite, ce qu'on voit, premièrement, c'est le toucher rectal. Et la plupart des hommes, quand ils s'entendent qu'il faut envoyer un doigt, c'est tout comme si, bon, vous étiez en train de violer leur intimité et tout. Donc, la plupart ne sont pas vraiment tac-tac dans le choix de cet examen. C'est principalement la raison, franchement. Ce côté, comment je vais appeler ça, cet ego qui est en quelque sorte brisé quand on se retrouve dans cette position. Je vais nous demander de suivre rapidement ces 30 secondes de cette démo pour montrer un peu comment le toucher rectal se fait. Voilà, voilà, comme il le disait, ça c'est le cancer. D'accord, donc le médecin nous expliquait un peu sur le plateau. Oui, voilà un peu, vous voyez, on en voit... Non, mais on fait un toucher. C'est violent. On fait un toucher. C'est comme quand la femme va chez le gynécologue. Exactement. Oui, mais les hommes, la femme, bon, tout le temps, si vous voyez des femmes qui ont fait au moins 12
enfants, il faut voir 12 monter sur la table d'accouchement. Certains hommes n'aiment pas c'est du au tout. quotidien de toucher, quoi. Mais chez les hommes, franchement, c'est compliqué. Ils sont plus sensibles. Alors, c'est leur ego. C'est leur ego, en fait. N'est-ce pas, docteur? Mais il faut être sérieux. Oui, tout à fait. Il faut que nous soyons sérieux parce que plus on en rigole, plus les hommes peut-être ont du mal à y aller. Quels sont les risques de ne pas le faire déjà? Les risques sont plutôt à long terme. C'est une maladie qui évolue à bas bruit. C'est-à-dire qui n'a pas tout de suite de signes, qui ne vous dérange pas dans la vie de tous les jours. Déjà, comme on le dit, c'est une maladie qui se développe avec l'âge. Et la prostate ne grossit pas simultanément comme ça et du jour au lendemain. Ça survient avec l'âge. Et l'âge carrefour, comme on l'estime, est de 50 ans. Ça, c'est l'âge moyen avec un risque moyen. Sinon, il y a des risques très élevés, des risques élevés et le risque moyen. Le risque très élevé, ce sont des personnes à partir de 45 ans qui ont des mutations de gènes. Il y a un gène dont la mutation entraîne très tôt un cancer de la prostate. Maintenant, plutôt 40 ans, à partir de 45 ans, ce sont des personnes qui ont des antécédents de cancer de prostate dans leur famille. Ok, le côté héréditaire. Voilà, de la chose. donc ils sont prédisposés à faire le donc cancer. c'est un peu comme le cancer du sein, en fait. Oui. D'accord. Si nous parlons beaucoup plus du cancer du sein, c'est parce que, bon, en griffe, les seins sont devant, on le voit, les testicules sont bien bas, la prostate est bien bas là-bas, donc on s'y intéresse très peu. Très peu. Voilà. Donc le risque moyen maintenant est situé autour de 50 ans pour vous et moi, par exemple, qui n'avions pas de problème de santé, pas d'antécédents médicaux et tout. Donc à cet âge-là, on estime que la prostate s'est suffisamment soumise à l'effet de la testostérone, qui est l'hormone mâle, mais qui n'est pas tout de suite l'hormone directement impliquée dans le grossissement de la prostate. Donc on estime qu'à 50 ans, la prostate est soumise largement à ces effets-là. Et c'est à cet âge-là qu'on ressent vraiment le grossissement et les signes commencent par se présenter. C'est comme vous le disiez tout à l'heure. C'est un organe de la forme d'une châtaigne qui englobe l'urètre, qui est juste sous la vessie et devant le rectum. Donc c'est comme ça. Et l'urètre passe au milieu. Devant le rectum. Donc raison pour laquelle c'est pas le rectum qu'on fait le toucher rectal. D'accord, qu'on fait le toucher. Voilà, exactement, vous avez compris. Donc vu qu'il est comme ça et que l'urètre passe par le milieu, le grossissement fait qu'il y ait un rétrécissement du canal, ce qui fait que l'urine, quand ça quitte la vessie, ça a du mal à descendre. Donc, vu que c'est à partir de cet âge-là, on ressent le grossissement, c'est à partir de cet âge-là que les signes commencent par se manifester. C'est-à-dire, la personne aura plus envie d'aller uriner, une urgence urinaire. Mais peu de miction. Peu de miction. Ça, c'est ce qu'on peut dire à partir du blocage. Mais après ça, il y a d'autres signes qu'on appelle signes irritatifs, les signes obstructifs. Les signes obstructifs, c'est que c'est fermé. C'est déjà la personne, l'envie est là, mais ça ne sort pas. Après, c'est parfois, la personne peut sentir, il arrive des cas où il faut pousser beaucoup avant que ça ne sorte. Et même quand on pousse, il y a la force du jet qui n'est pas... Parce que quand vous regardez un enfant qui urine, souvent quand on regarde, et il a la force de pousser. Voilà, on a toujours voulu faire la courbe et tout. Donc voilà. Donc à partir de cette situation, le jet il est très faible. Donc l'urine sort déjà par à coup. Donc et quand ça sort comme ça, c'est qu'il est en train de pousser. Le jet n'est pas continu. Et même après avoir uriné, quand il a rangé son appareil et tout, on se retrouve après avec des gouttes retardataires, le caleçon qui est mouillé et tout. Donc ça fait partie des signes qui doivent quand même... Un peu comme une incontinence. Une incontinence. D'accord. L'incontinence, déjà dans l'incontinence, c'est que il n'arrive pas à garder. Ok. L'incontinence, c'est que c'est tout comme si on a un sphincter comme ça. Il sent le besoin dès que en même temps, ça sort en même temps. D'accord. Voilà. Alors, au Bénin... Oui, si vous permettez rapidement, heureusement, je suis quand même curieuse de savoir à quel âge est-ce qu'il faut faire justement ce dépistage-là. Est-ce que les tout petits sont concernés parce qu'on a peut-être des neveux, des enfants à la maison, et comment leur expliquer
de façon quand même un peu plus les rassurer. Le docteur va te mettre le doigt, pardonnez-moi beaucoup, dans l'anus. Comment procéder? Non. Déjà, il faut faire la part des choses. D'accord. La prostate, et comme vous l'avez dit, c'est sous, comment je vais dire, c'est sous l'effet d'une hormone, la testostérone, qui est produite à partir de la puberté. D'accord. Donc les tout petits enfants ne sont pas concernés. Maintenant, comme vous l'avez dit, et on a l'adénome de la prostate, anciennement appelé comme ça, sinon hypertrophie bénigne de la prostate. C'est un grossissement de la prostate qui ne débouche pas sur un cancer. Donc il faut distinguer les deux. C'est un mal carrément à part. Carrément à part, genre, ça concerne la prostate, mais ça ne se transforme pas en cancer. Donc ça, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. Maintenant, à partir de la puberté, vu que c'est une maladie qui grandit, qui évolue avec l'âge, jusqu'à 50 ans, la plupart des hommes n'ont rien à craindre. Parce qu'il faut que l'organe soit longuement soumis à l'effet de la testostérone pour se manifester. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une maladie de longévité. Ça veut dire que plus vous vivez, plus vous avez la faculté ou la facilité de présenter un cancer ou bien une hypertrophie bénigne de la prostate. Donc le mode de vie et tout ça, aucun problème avec tout ça. Oui, le mode de vie, oui, on parlera forcément d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire, comme on le dit toujours à chaque consultation, 5 fruits et légumes, diminuer la viande rouge et tout. Boire suffisamment d'eau. Boire suffisamment d'eau, histoire de libérer... Les pratiques sexuelles ne sont pas impliquées? Non, les pratiques... On en parle souvent. Oui. Les pratiques sexuelles, à part entre griffes, c'est pas trop la sodomie chez certaines personnes qui passent forcément par l'anus, le rectum et tout. Bon. Mais pas si trop. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est que l'homme qui ne fait pas, qui n'est pas actif en matière de sexualité peut avoir. Pour d'autres, c'est celui qui en fait trop. Ça, aujourd'hui, je veux quand même lever le voile sur ce truc-là. C'est comme je le disais la dernière fois, il faut arrêter de sexualiser la chose. Parce que c'est en sexualisant qu'on ne voit pas, on ne touche pas vraiment le problème du doigt. C'est comme le cancer du sein, quand on me dit, par exemple, genre, il faut donner le sein à sucer, alors ça n'a aucun sens. Aucun rapport. Ça n'a aucun sens. À partir de ce moment-là, quand vous le présentez comme ça, on va banaliser le sujet, ça va passer rapidement. Le mois va passer sans qu'on n'aurait rien retenu. Il est recommandé ou bien il a été fait des recherches qui ont dit que genre, il faut pouvoir éjaculer. Un homme doit pouvoir éjaculer 21 fois dans un mois. Mais entre vous et moi, qui pourrait éjaculer 21 fois par mois, tous les mois de sa vie? Pas évident. Pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Si je suppose que je fais une estimation, je dis peut-être une bêtise, monsieur, il a, je ne sais pas, 45, 50 ans. Imaginez combien de mois dans 45 ans fois 21. À 17 ans peut-être, je ne sais même pas, je dis une bêtise, à 25 ans, on va présenter le faciès de quelqu'un qui a 80 ans. N'est-ce pas? Parce que quand même aller au sexe, c'est de l'énergie quand même. Oui. Mais ça n'a... C'est important de le dire. Il faut lever l'équivoque parce que... Il n'y a pas de... En matière de sexualité, oui, parce que l'éjaculation permet de balayer tout ce qui est après... tout ce qui est liquide, séminal, qui pourrait rester dans le canal et tout, prostatique et tout, ça permet de l'évacuer, mais ça ne permet pas de prévenir contre le cancer ou l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'équivoque est levé. Mais ça n'est pas de beaucoup faire ou de moins faire. Je l'ai dit la dernière fois sur un de mes canaux. La maladie de la prostate est une maladie de la vieillesse, c'est une maladie de la longévité qui ne dépend ni de la richesse de votre intimité, ni de son déficit. Tout à fait. Merci. Voilà qui est clair. Oui, voilà qui est clair. Mais est-ce que les Béninois sont un exemple en matière de dépistage ou ils sont vraiment réticents aussi? Non. Nous recevons la plupart des patients, nous les recevons à un stade tardif. Et c'est certainement quelque chose qui les conduit, qui ne les amène pas à un dépistage systématique. C'est peut-être des levées nocturnes répétées. C'est surtout quand ça commence pas à bloquer totalement, qu'ils ne viennent plus. Et nous subissons aussi les problèmes du marché noir concernant les médicaments et tout. Donc, nous avons l'automédication qui est vraiment... Les tradithérapeutes. Les tradithérapeutes aussi. Il y en a de bons, mais...
Je ne juge pas. Vraiment. Je ne dis que ce que j'ai appris et ce que je connais. Il y a aussi ce côté de tradithérapeute qui vraiment ne facilite pas la chose. Oui. Parce mais que vous êtes amené, on ne va pas le faire le procès ici, vous êtes amené à travailler avec eux. Oui, bon, vous savez, chacun son domaine. Tout à fait. Je ne peux que dire ce que j'ai appris. Mais à ceux-là qui se disent, bon, je me sens bien, je n'ai pas à craindre. Que répondriez-vous? Nous sommes tous des malades ambulants. Oui. Nous sommes tous des malades ambulants. Il n'y a pas ça, de... c'est un choc. Je me sens bien. Qui est pourtant la réalité. Si vous quittez ici aujourd'hui et que vous soumettez, excusez-moi, si vous soumettez à un bilan général, bilan de santé de manière générale, il y aura forcément. C'est comme quand vous amenez votre véhicule chez le mécanicien juste pour faire la vidange. Bon, il a toujours quelque chose à dire. Hein? Exactement, c'est le même processus. Il y a toujours quelque chose quelque part qui a dépassé de, je ne sais pas, 1 nano, 1 milligramme, des trucs comme ça. Alors, qu'en est-il? Non, juste une seconde. Je sais que je... Mais elle est tellement très inspirée sur la thématique. Justement parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet. Je suis sûre que les 15 minutes ne suffiraient même pas. C'est clair. À quel moment ça devient une maladie chronique? Vu que c'est une maladie de... Moi, je vais proposer qu'on mette cette question à la fin. Qu'on finisse avec le dépistage, pour qu'il y ait une chronologie. D'accord. Ça peut aller. N'oubliez pas que le temps file. Alors, bien sûr. Alors, pour ceux-là qui viennent de façon tardive faire, je ne vais plus appeler ça le dépistage, mais faire un constat d'un cancer de la prostate, quels sont les risques liés à cela? Un dépistage tardif. Un dépistage tardif, il n'y a pas le risque tout de suite, c'est l'évolution de la maladie. Parce que quand c'est tardif, vu tout, le traitement est mieux, bien conduit, et on peut aboutir à une guérison dans un délai raisonnable. Ah, parce que quand on fait un dépistage précoce, en quelque sorte, on a la solution, on peut être guéri. On peut être guéri. D'accord. Ah, ça, c'est l'info qu'il faut donner. On peut être guéri. Le dépistage précoce peut aboutir à une guérison. D'accord. Maintenant, quelle est la fréquence de faire ce dépistage? Annuel. Normalement, chez un homme, chaque année, si vous vous perdez, vous ne faites rien, je ne sais pas, vous avez un congé, vous êtes à la maison, passez voir votre urologue ou bien votre médecin généraliste. Voilà, je suis là. Je veux voir l'état de ma prostate. Ce n'est que le dépistage, pas le toucher rectal? Il y a le dosage. On a une hormone qu'on appelle le PSA, qui est une hormone propre à la prostate, dont le dosage aussi permet de dépister, de faire le dépistage de cette maladie-là. Voilà, quand le taux est voilà, donc ceux-là qui... Avec des hésitations. Voilà, qui hésitent à cause du toucher, oui. on peut le faire, ou ça dépend des cas pour passer au PSA. Souvent, les deux examens sont concomitants. C'est quand jusque l'autre, il permet de savoir, de voir, parce que... Bon, lequel? Le PSA. D'accord. Le PSA, c'est une forme de, je dirais... disons, ça donne une vue générale. Oui. Mais le toucher rectal nous permet d'apprécier la prostate en elle-même. C'est-à-dire sa constitution, sa consistance, la surface et tout. Ça nous donne plus de précision sur la forme et tout. Aujourd'hui, il y a d'autres examens comme l'IRM aussi qui permettent, l'IRM qui permet de voir exactement la prostate dans toute sa globalité, qui permet de cibler déjà les zones, parce que quand on dit cancer de la prostate, c'est pas que c'est toute la prostate qui est cancéreuse de genre d'un coup, c'est un cancer qui évolue, qui prend de l'espace. Donc l'IRM permet de voir la prostate dans sa globalité, de voir la partie qui est déjà concerné et atteint. Ce qui fait que même quand on veut faire un prélèvement biopsique pour aller examiner, regarder, on sait où prélever au lieu de prélever dans le vide et tout. Donc il y a le dosage du PSA, l'IRM aujourd'hui. Il y a d'autres bien avancés. Hein. Il y a un score qu'on appelle le 4S score qui permet aussi de faire le truc. Donc, voilà et par rapport à d'autres tests de dépistage bien avancés, est-ce que le Bénin est au pas en matière d'avancée lorsqu'on parle de dépistage de Oui, en matière d'avancée de dépistage, oui, nous sommes aux normes. On a quand même ce qu'il faut pour dépister tôt et commencer le traitement tôt. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'ils viennent tôt pour qu'on puisse... D'accord. Venons à sa question. Mais oui, est-ce que le cancer de la prostate peut être... À quel moment ça devient chronique? Enfin, si ça devient. Est-ce que ça devient chronique?
On parle de chronicité à partir, c'est selon la durée, à partir de 6 mois. Donc, vu que c'est une maladie de la longévité, c'est une maladie chronique. Devant là-bas. Ça veut dire que ça se déclare, ça évolue jusqu'à la fin. Oui, ça évolue. À moins qu'on le stoppe. On l'ait vite dépisté. On le dépiste tôt, on arrête tôt. Dépistage tard, traitement compliqué, avec tout ce qui peut avoir comme autre complication. Donc, franchement, on a tout à gagner en faisant un dépistage précoce. Et à marcher, hein. On marche, non? On marche avec le docteur Béquet. J'imagine... November. Enfin, novembre bleu. Oui. La table rose, j'ai imaginé toujours les femmes marchant. Donc, oh non, il fallait qu'il un message rapidement sur la marche bleue. À l'occasion du mois de novembre bleu, concernant le cancer de la prostate, nous organisons une marche, vu que c'est un mal dont on ne parle pas souvent, mais qui existe. Le mouvement existait aussi, le Movember, le mot pour moustache pour dire, bon voilà, c'est pour les hommes, et bleu pour dire que, bon voilà, c'est comme la couleur dédiée au cancer de la prostate et tout. Donc nous organisons une marche le 30 novembre qui va se faire à Fidrosset. D'accord. On va y revenir, c'est déjà un invité pour événement à la une. On va y revenir à l'approche peut-être de cette date-là, du 30 novembre. Quelque part dans notre coin, 30 novembre, Fidrosset, marche novembre bleu. Merci beaucoup, heureuse, on a eu le temps de farfouiller, d'aller dans les coins-recoins. Quand tu parles de farfouiller, de coin-recoin, mais non, alors on parle de rectangle. mais non. Il ne faut pas donner la migraine à Patrick. Non, je vous en prie. Alors, on marque une pause. On installe tout de suite Ghislaine Adimi qui nous emmène, est-ce que je vais dire, elle nous emmène manger. En tout cas, Bénin en mouvement s'installe. Je l'annonçais en titre, Ghislaine nous emmène en voyage au cœur de la gastronomie béninoise. Après ça, vous allez nous parler de votre plat favori, mais tout de suite, on y va. Mais pourquoi Heureuse a commencé à se laver les lèvres? Oh là là, elle a pensé tout de suite à un plat. Tous les matins. Et chez nous, ici, on court tous les matins, là, le ventre, ça creuse déjà. Ah oui. Ah oui? Oui. Alors, nous sommes tous béninois. Oui. Bon, pourquoi pas? Et qui n'aime pas le repas de chez lui ici? N'est-ce pas? Personne. Moi, j'en raffole, hein, oui. plus que les autres repas. Entre les plats européens, les italiens, les plats chinois. Moi, chez moi, le Mans bat tous les plats. Tous les plats, pâtisseries, tous les mélanges, jusqu'au cocktail. Moi, le Mans, c'est... Le Mans, je voulais demander le Mans, sous quelle forme? Mandokame, Mantinjan, peu importe. Hein, Seigneur que Jésus. ce soit ça, du Mans. Ça, c'est du béninois. Chez moi, le Mans avec du goussi. Oh là là. Utiliser le la goussi cassa. Non, c'est goussi en grosse boule, quoi, à l'intérieur du Mans. C'est pas... je connais ça. Oui, c'est délicieux. C'est appétissant, c'est savoureux. Je cherche encore. Oh là là. Mon Dieu, c'est digestif. Vous mangez quoi? Ah, moi, c'est du crin-crin. Ah oui. Oui. C'est quoi nos viennes? Bon, mais également le crin-crin, il y a le adémé chez les Le crin-crin avec son dja à côté et la pâte bien chaude. Si on peut avoir des escargots dans le dja, mais ça, je suis partie. On vous dira tout ça à la vie. N'est-ce pas? Et je vous invite d'abord à suivre ce petit élément, on revient discuter. D'accord. Vous retrouvez dans votre cuisine. Partagez. Cet accueil chaleureux. Mais c'est moi. Les effluves de la sauce d'arachide qui nous embaume déjà les narines et ça donne vraiment envie de manger. Tata Valérie, quel est votre secret? Par rapport à quoi? La cuisine béninoise. On sait qu'aujourd'hui, c'est de notoriété. Hein. Et c'est sûrement pour ça que vous avez donné le nom Saveur du Bénin à votre restaurant. Alors, c'est une vraie longue histoire. Quand cette passion a voulu prendre le dessus, ce n'est pas sans oublier que j'ai commencé par des livres de cuisine. Exactement. Et quand je recensais les recettes du Bénin, une chose était sûre. Je voulais valoriser les plats de chez moi. Parce qu'une amie m'en a demandé, après un séjour au Bénin, elle voulait continuer la préparation
des plats que je lui ai fait goûter, qu'elle a beaucoup apprécié. Et j'ai cherché dans tout Cotonou, je n'ai pas trouvé. J'étais vraiment surprise. Et une idée a fait tic dans ma tête, ben, pourquoi ne pas le faire? Donc j'ai commencé par recenser les plats de chez nous. Mais après l'avoir fait, quel nom donner au livre? J'ai réfléchi, cuisine du Bénin, gastronomie du Bénin, les recettes du Bénin. Et je sais d'où saveur a émergé parmi toutes ces idées-là. Donc, et après les livres que j'ai fait l'ENA normalement, j'ai travaillé quelques 2-3 années, mais j'ai voulu que ma passion prenne le dessus. Donc, après les livres, il va falloir ouvrir un restaurant et vivre de ça. J'avais voulu donner, puisque je suis de Savalou, et la sauce chayo, la sauce kioyo, pour bien parler le mari, sauce arachide, c'est ma spécialité. J'ai voulu donner le chayo, mais quand une amie, non pas une amie, un ami, il est graphiste, mais il me dit non, 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 mais garde le même titre, saveur du Bénin, que tu as donné au livre. Donc, le nom saveur du Bénin est parti des livres jusqu'au restaurant. Quand on parle de saveur du Bénin, comme vous êtes une professionnelle du domaine, on doit faire un répertoire des mets typiquement béninois. Quels sont les noms qu'on retrouve? Donc, pour parler de la gastronomie béninoise dans l'ensemble, je quitte la Liborie pour le Borgou. Dans la Liborie, on peut parler de Mon-Rabourou. Mon-Rabourou, c'est la pâte de riz. Mon-Rabourou. Mon, c'est riz. Oui. Rabourou, c'est la pâte. Donc, la pâte de riz. Beaucoup consommée, que ce soit les Allemands, les Dindis, même les Bariba aussi, à Kandi, Parakou, le Mon-Rabourou est consommé. Et je parlais du nord de Alibori, Borgou. On va parler du Wassa-Wassa. Le Wassa-Wassa est consommé au nord, dans l'extrême nord, c'est-à-dire Alibori, Borgou, et même dans la Donga et la Takora aussi. Ils ont ces plats en commun. Il y a le Wache. Wache, c'est le atassi chez nous, aussi le Bénin, riz avec soupçon de haricot. Donc je disais, il y a Mon-Rabourou, il y a Wassa-Wassa, il y a Wache, il y a Lignon pilé. Donc je suis en train de descendre. C'est ça. Je suis en train de descendre. Lignon pilé, on en a en commun le nord Bénin, les deux nords et le centre Bénin a en commun ce plat-là. Il n'y a que les sauces qui font la différence. Au nord Bénin, pour manger lignon pilé, il faut le consommer avec du ciment, de la sauce arachide. La sauce claire aussi. La sauce, oui, sauce claire aussi. Il y a le kof et il y a le kobsa au nord du Bénin. Mais quand vous venez vraiment dans le centre, c'est-à-dire Savé, Savalou, Dassa, il y a la sauce arachide, mais ce n'est pas vraiment fait de la même manière. Il y a le kioyo, le chayo, il y a le obeaozi, c'est toujours sauce arachide, mais c'est différent. C'est-à-dire, dans Savalou, au nord, on fait notre sauce arachide avec l'arachide grillé. Mais à Dassa, par exemple, ils font l'arachide avec l'arachide toute crue. Crue comme ça. Donc, vraiment, c'est un délice. Alors, très bon. Alors, quand on descend un peu dans le zoo, on a le manignan, le mantindien, un peu vert, la recette, mais le plat qui émerge beaucoup, c'est le bigot. Bigot, c'est du gari et le beignet d'arachide, mais pas croustillant, le mou. La galette d'arachide, mais très molle, quoi. Pas des bédouins, mais trop lourd. On le retire en même temps pour faire un mélange. Le bigot s'apparente un peu au galifoto. Galifoto qu'on fait chez les Minans avec soit du hata, donc beignet de haricots, ou encore de l'omelette, simplement. Et quand on vient dans le littoral atlantique, on a le Roué-Soja. Cotonou est pauvre en gastronomie et ça je ne cache pas. C'est ça d'ailleurs, mais s'il faut parler de plats typiquement au sud Bénin, dans le littoral, on a le atoutou, ce que les Pédas mangent souvent. Quand on va un peu vers l'Ouida, l'Atlantique, on a le féchouada, un plat hérité de nos parents qui sont partis en esclavage. On a aussi, alors là, on ne va pas oublier le monokoufo avec le bon d'Acoin et le fétrique Beaumont. On ne faut pas oublier les Porto-Noviens, ils vont me crucifier. Porto Novo, c'est le bon poêté, soit avec du mouton ou du ranlan.
à viande de porc tout simplement. Mais c'est pas Porto Novo aussi qu'on voit souvent la sauce gluante avec le dja. Asro cuit. Ah oui, le crin-crin et le dja. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus consommé au Nigeria et puisque Porto Novo est proche du Nigeria, on a hérité, on a ça en commun, le dja et la sauce crin-crin, oui. Ça se mange à Porto Novo. Mais s'il faut voir entre le pété, le dja, crin-crin, qu'est-ce qui est le plus consommé, pété bat complètement le record. Alors, et vous l'avez cité tout à l'heure, Asropi, c'est toujours Porto Novo. Ils appellent ça Adidon. Asropi est différent du Adidon, mais c'est la même famille. Et beaucoup plus consommé à Porto Novo. Et pour être sûr de réussir d'ailleurs son asropi, parce qu'il arrive des fois où vous faites et ça, c'est pas gluant. Un petit secret, on mélange le adidon et le asropi et là, à 100%, vous êtes sûr de réussir. Ça, c'est le secret de nos cuisiniers, de nos restaurateurs. Donc, s'il faut résumer, le wasa-wasa, le mohaboro, le wache, lion pilé avec toutes ces sauces, acajou, c'est vrai que c'est maintenant qu'on le connaît, sauce arachide au béaozi, au mintou, le mantindjan, le fondement, le bigot à Corvée, venir à Cotonou, le goïsoja avec de la cassa, le atutu, awida, le fechouada. Dans le molokoufou, on a le bon d'Acoin, le fétrique Beaumont, à Porto Novo, Ouémé, Plateau, on a le pété, le asrocuit, et aussi ils ont le lafou. Merci. Le lafou, c'est à Porto Novo? Non, pas Porto Novo, tout ça, ils adorent le lafou. Ok, le lafou. Vraiment, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je suis venue au Bénin, j'ai envie de prendre un petit déjeuner béninois. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous me proposez? On a un petit déjeuner. Un petit déjeuner. Traditionnellement, nous, on n'est pas trop lait, café et autres. Non. Pour un bon béninois, le petit déjeuner, c'est une bonne bouillie. On a pas non plus de bouillie, on a la bouillie de mil. Ça s'appelle le mil, le petit mil. Ça va être le sorgho ou le mil. En tout cas, le tout petit mil, ce qui fait le déguet, on fait ça bouillir. On a le gros mil en rouge, couleur rouge, ou le blanc. Donc on fait toutes ces bouillies là. On a la bouillie de maïs, ça peut être du akli, ça peut être du bangba. Bangba, c'est toujours le maïs, mais plus consommé dans Porto Novo. On a chez moi par exemple à Savalou, c'est le maïs, mais on en fait une bouillie un peu différente. On appelle hayavi. Ça ressemble un peu au akli, mais ce n'est pas akli. Et puis il y en a qui prennent la bouillie de tapioca en petit déjeuner aussi. Donc, petit déjeuner, c'est plus bouillie chez nous. Et à côté, pour accompagner notre bouillie, pour la boire avec du hata, de haricots, ou du yovo d'okor, ou du pâté, la plupart du temps. Et au déjeuner, on a déjà parlé, c'est tout ce qu'on a cité tout à l'heure, les mets principaux. Alors, au goûter. Alors, nous on ne fait pas trop de différence entre petit déjeuner et goûter. Tout ce qui nous a servi à prendre notre petit déjeuner le matin peut nous servir au goûter aussi. Oui. On a cité tout, mais on n'a pas cité le gari. Ah oui, j'en viens. J'en viens. Non, gari le matin, c'est quand même rare. À moins que ce soit en gali photo. D'accord. Oui, en gali photo. Sinon, le gari, c'est beaucoup plus les après-midi. Quand vous revenez de l'école, on jette les sacs quelque part. Alors, on fait le gali d'ossi, gali délayé. On fait le gali photo. Le bigot, comme j'ai cité tout à l'heure, c'est à base de gari. Quoi encore? Au goûter, on a les... Ben oui, il y a un sort. On peut frire de la patate, on peut cuire du manioc, weli, avec un peu d'huile rouge, du sel, piment. On mélange, tu prends un morceau de manioc, c'est avec ce morceau de manioc que tu mélanges, que tu fais le mélange de huile rouge, ouzomi, huile odorante, sel et piment. Et directement à la bouche. Quoi encore? On a pas mal quand même de recettes. Il y a le talé-talé. Banane, voilà. Merci pour le rappel. Au goûter, le talé-talé se consomme beaucoup plus au goûter. Et même les beignets dont j'ai parlé, au goûter aussi, yovo d'okor, pâté,
Ata au goûter, tali aussi. Il faut dire qu'on consomme plus des mets frits les après-midi qu'au déjeuner par exemple. Ou au petit déjeuner. C'est ça. Alors, et le soir? Alors, on sait que le Béninois n'aime pas se coucher le ventre léger. C'est ce que j'allais dire. Il y en a qui disent que le soir, non, il faut manger léger. Léger, il était. Léger corps. C'est pas ça. Mais le soir, la plupart des familles béninoises, le soir, c'est la pâte. La pâte, celle qui prend le dessus, c'est la pâte de maïs. Sinon, au centre Bénin, c'est le télibo. Donc, pas de maïs, télibo, vers Porte-Novo, Sakété, autres, on consomme plus le lafou. Chez mes frères Mina, c'est la pâte de maïs et pas préparée n'importe comment. Hein. Il faut que ce soit bien costaud. Il faut que ce soit bien costaud. Donc, le eba aussi, le soir, en soirée. Quoi encore? Le lio. Le lio, c'est vrai, c'est pas pour mes frères du jour. C'est ça. C'est pas obligatoirement en dîner. Ça peut être consommé au déjeuner comme au dîner. Il faut retenir principalement alors que entre le petit déjeuner et le goûter, les repas sont pratiquement les mêmes au Bénin. Oui. Entre le déjeuner et le dîner, on retrouve également pratiquement les mêmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre pays, le Bénin, regorge d'immenses variétés de recettes. Et c'est à nous de les valoriser. Ce que je déplore un peu, c'est vrai que ça commence par venir. Mais on ne fait pas assez connaître nos plats hors de notre pays. J'aurais aimé qu'à de grandes rencontres, on présente vraiment la gastronomie, la cuisine béninoise. C'est ce qui fait que d'autres nations arrivent quand même à vendre leur... je ne vais pas citer de nom, sinon je souhaiterais que notre pays fasse l'effort de présenter la gastronomie béninoise hors de nos frontières, car elle est vraiment riche, variée. Ce n'est pas la diversité qui manque. Alors là, du nord au sud, on n'a pas non plus de recettes. C'est à nous quand même de les valoriser. Mais j'ai espoir. Ouais. En tout cas, nous avons espoir. La balade a été totale. Hein. Ouais. Nous sommes passés du nord au sud, on a visité de l'est à l'ouest, de l'est à l'ouest, du centre, petit partout. déjeuner, goûter, waouh. Chacun s'est et avant justement de demander, parce que je ne vous ai pas demandé votre plat préféré, ni le plat préféré de Marvin, il y a une motion sur ce plateau. Elle insiste, notre chef d'édition que vous connaissez tous, chers téléspectateurs, la Karada Karadé. Attendez, Karamata Agbata, ou qu'on appelle la Goda Karadé, qui insiste. On n'a pas parlé de son Akaradé préféré. On n'a pas cité le mot Akaradé. On n'a pas cité le mot Akaradé, mais on a parlé du repas. Mais elle insiste. Elle a retrouvé son repas dedans. Le riz. La pâte de riz. La pâte de riz, et oui. Oui. Et la dame aussi a dit que le waché, par exemple, est partagé par plusieurs régions. Et Mathieu Soken aussi, qui semble avoir été oublié, mais moi, je sais qu'il a été cité. Le Rankpete. Moi, je veux clôturer. Non, mais franchement, moi, j'ai aimé. Et ce que j'ai découvert, c'est que elle avait déjà les livres avant de passer son entreprise. On va peut-être en parler dans un autre format. Oui. Et Marvin, en quelques secondes, votre repas préféré? Du riz? D'accord. Ben oui. Heureusement qu'on produit déjà du riz. Heureusement. Alors, on passe. Mon repas préféré, vous le savez bien sûr. Chokourou. Très bon repas préféré. Mais je vous signale que quand on a fini le tournage, j'ai arraché le plat là que Tata Valérie a présenté. Les repas sont finis? Ça n'a pas été conservé au frigo? Non. Mais moi, je vais peut-être demander aux restaurateurs ou sinon même aux chercheurs aujourd'hui de travailler sur les mets, parce que je sais qu'on avait fait une émission là-dessus et on disait que aujourd'hui, les petits déjeuners, on a le thé et consorts parce que les autres ont fait des études et ont prouvé que les éléments constitutifs permettent d'avoir ça comme au petit déjeuner. Maintenant qu'ils travaillent sur nos différents bouillies, différentes bouillies et autres là, pour voir si c'est vraiment
ce qu'il nous faut. D'accord. Les toubani au petit déjeuner et tout ça. Vous savez que le Béninois ou l'Africain ne boude pas son plaisir. Non, et c'est partout maintenant, les ateliers. On prend la bouillie. En tout cas, et le Béninois, quand tu commences à lui parler de régime et que ça touche à son plat préféré, c'est chaud. Il va te dire, il faut pas aller là-bas. Non, c'est chaud. Merci beaucoup. Merci. Ben, contente que chacun ait pu. Oui, le mec que moi j'ai découvert, peut-être, c'est heureusement, le chayo. à la fin. La sauce de chayo. Oui. J'ai jamais consommé. J'ai jamais pris également du gari avec du citron. J'ai jamais pris ça, c'est une découverte. Franchement, je vous recommande. Vous allez revenir en parler sur ce plateau. Vous allez témoigner. Merci beaucoup, Ghislaine, pour cette belle balade. On installe à présent Marvin dans Éducation aux médias. Marvin, aujourd'hui, nous parle de surcharge cognitive. C'est bien cela? C'est bien ça. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, on parle je vais passer sur un exemple. Oui. Si on avait regardé 3 à 4 vidéos au même moment, est-ce que vous allez garder l'information? Non. Moi, je garderai. Mais je pourrais garder une info, celle qui m'aurait marqué. Oui, mais là, moi, je parle de est-ce que si on avait passé en fait 2 à 3 vidéos simultanément ou de façon consécutive, de façon rapide, est-ce que l'information serait gardée? Donc, non. Non, on sera discret. Voilà. Alors, on vit dans un monde saturé d'alertes, de notifications, de flux d'images et de tests. Ce qu'on oublie souvent, c'est que notre cerveau n'est pas une clé USB illimitée. Alors, quand il reçoit trop d'informations, trop vite, trop dispersées, on ne mémorise plus et le cerveau est saturé. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la surcharge cognitive. Pourquoi absorber beaucoup ne va pas retenir, nous permet de retenir moins d'informations. Et ça, notamment, en fait, avec les réseaux sociaux. Le cerveau est limité à 2, 3 RAM. C'est comme si c'était une clé USB. L'équivalent, en fait. Donc, quand on est sur les réseaux sociaux et on scrolle à chaque fois et on voit des publications, les informations circulent. Une publication, 2 publications, 3 publications, 4 publications. Si on demande à une personne, tu as retenu quoi des 4 publications? La personne dira, je n'ai rien retenu. Et c'est pour ça que les gens ont plus la facilité à liker les posts, mais sans les lire. Bien sûr. Et d'où ils viennent dans les commentaires pour mettre, on fait un post, on suppose qu'on a dit, la SRTB prend des jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Veuillez vous inscrire. On met le lien d'inscription dans le post. Ils viennent demander où est le lien. Dans le commentaire, vous verrez des personnes qui vont écrire comment s'inscrire. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'ils scrollent tout le temps, ils ne prennent pas le temps, en fait, de lire, d'incugiter, en fait, l'information. Mais ça, c'est un cas particulier d'internaute, hein. Ce n'est pas généralisé. Non, pas du tout. Moi, je ne me retrouve pas dans ce cas-là. Mais ça, c'est vous. C'est pas un cas particulier. C'est pas un cas particulier. Il y en a. Oui, il y en a. Mais c'est pas la norme. Ils sont nombreux. En fait, c'est Google. Toi, là, c'est Google. C'est plutôt ça qui est fréquent. C'est ça qui est plus fréquent. Malheureusement. Oui. C'est ça qui est plus fréquent. Pour ne pas, vu que j'ai pas fait en fait d'études, mais pour ne pas, j'affirme de façon non justifiée. Sur 100, on peut dire que 90 en fait. Sur quelle base? C'est ça que j'ai dit, c'est façon laisser tomber cette en parcourant par contre les réseaux, c'est quelque chose que vous remarquez. C'est quelque chose que vous remarquez, même quand il y a une info, pas forcément lien, il y a une info qui a été abordée, mais quelqu'un vient demander ou commenter pourquoi n'avoir pas dit telle chose alors que la chose est sous ses yeux. C'est ça, c'est ça. J'ai eu le même problème avec une personne, moi j'avais lancé une course et le champion me disait, je lui disais je suis à la SRTB. Il me dit ORTB et non SRTB. Je lui dis, monsieur, je suis à la SRTB. Donc moi, j'ai posté, j'ai dit, normaliser en fait les réformes. C'est désormais SRTB, non ORTB. Une personne vient dans les commentaires et met un long message et dit, mais pourquoi tu ne lui as pas dit que c'est désormais SRTB, non ORTB? Et voilà. Ouais, il n'a pas lu. Oui, est-ce que vous le lui avez dit précisément? Mais puisqu'elle l'a dit. Je l'ai dit dans le message. Elle a dit, je suis à la SRTB. Voilà. Et le monsieur dit ORTB ou bien SRTB. Non, il dit, c'est ORTB et non. Lui, il me corrige. Lui, il veut la corriger. Et je lui dis, non, monsieur, c'est la SRTB et non l'ORTB. L'info qui a manqué peut-être, c'est oui, l'ORTB avant. J'ai écrit ça. Voilà. Et là, c'est bon. Elle a tout écrit. Sauf qu'il tenait. En commentaire maintenant. Il tenait.
Non, ils sont nombreux. J'avoue que c'est pour ça que j'ai fui de Facebook. Alors, ensuite, il y a les effets, voilà, les effets de suçage s'installent. Suçage s'installe. On a fait des difficultés de concentration, de mémorisation et une fatigue mentale accrue. Quand on est tout le temps sur les réseaux sociaux, arrivé à un moment donné, notre cerveau est épuisé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bien sûr, on est fatigué. Voilà, le cerveau est actif, mais il est dispersé. Parce que tantôt, il y a le clignon de la notification, il y a le clignon du message qui vient, il y a... Comme chez Rose, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc on zappe d'un sujet à un autre, on ne s'engage plus pleinement. Et une étude explique que plus on consomme d'informations, moins on retient. Cela affecte aussi l'émotion. Donc, il y a l'irritabilité. Vous allez voir des personnes qui sont tout le temps sur les réseaux. Tu les pas juste, elles sont... Parce qu'il y a une publication qui l'a peut-être énervée. Voilà. Il y a le stress et la sensation d'être débordé. Tu as beaucoup, donc ton cerveau est chargé. Donc, il ne faut pas courir un fil d'actualité pendant 30 minutes sans but précis, c'est ça. Au final, on se sent plein, mais on ne se souvient de rien. C'est ça. Alors, que faire pour alléger et mieux retenir? Il faut limiter les canaux d'information. Choisir 1 ou 2 plateformes à consulter plutôt que 5 simultanément. Vous allez voir des personnes dans leur téléphone, il y a TikTok ouvert, Facebook ouvert, YouTube ouvert. Donc, quand on balance dans Facebook comme ça, on like, on saute dans TikTok, on commente. Oh là là. Ça fait beaucoup. Et donc, il faut réduire les entrées superflues. Maintenant, il faut planifier des pauses cognitives, comme on le dit ici souvent. Il faut faire des moments sans écran, sans flux, juste nous et notre pensée, ou nous et l'environnement. À quelle fréquence? Parce que bon, moi je vais donner mon cas. Je peux faire 2 jours sans être connecté sur WhatsApp, oui. Parce que moi, je suis... Sur WhatsApp ou bien sur tous les réseaux? Sur tous les réseaux. D'accord. Sur tous les réseaux. Parce que moi, je suis beaucoup sur les écrans. Je travaille tout le temps avec les écrans. Donc, il arrive que mes yeux coulent de l'eau. Très clair. Parce que je porte les verres. Donc, il y a les yeux qui coulent de l'eau. Souvent, le cerveau, tu as mal à la tête, comme si on te donnait des coups de marteau. Donc, moi, je prends aussi 2 jours. Je mets juste un petit message sur mon statut, indisponible. Si vous voulez me joindre, appelez-moi directement. Et puis, c'est tout. Et je fais 2 jours sans téléphone. Je suis là, je me pavane juste un peu dans le quartier. Donc, il faut segmenter l'apprentissage. Il faut apprendre par petits blocs, avec temps et réflexion. Il faut éviter d'ingurgiter une masse d'informations à la fois. D'accord. Et ça permet, en fait, vous allez voir, c'est comme on le dit souvent, c'est pour ça que beaucoup de personnes ici n'arrivent plus à lire un texte de début jusqu'à la fin. Parce que quand ils sont déjà habitués à scroller rapidement les fils d'actualité, c'est pas faux. Quand on voit automatiquement un article qui fait 800 mots, c'est trop long. On lit l'introduction et la conclusion. Merci beaucoup. On lit diagonalement. Donc il faut. La conclusion, est-ce qu'on la lit? Bon, pas quelques fois. Donc ils lisent diagonalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme les gens l'ont dit dans le temps, si tu veux cacher une information, mets-le dans un livre, malheureusement. Donc, c'est en train de se justifier petit à petit. Et je ne souhaite pas ça parce que tout maintenant, la lecture, elle est vraiment importante. Moi, je lis tout. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Donc, il faut réduire les distractions pendant les tâches. Il faut fermer les notifications importantes. Il faut limiter les fenêtres ouvertes. Il faut limiter les fenêtres ouvertes, focaliser sur soi-même. Donc, les multitâches réduisent fortement l'efficacité cognitive. C'est ça. Donc, en conclusion, en fait, le flux informationnel ne sera jamais une preuve de compréhension. Le cerveau a ses limites et c'est en les respectant qu'on devient plus fort, plus lucide et plus productif. Merci. Merci beaucoup, Marvin. En tout cas, on en apprend beaucoup avec vous grâce à cette rubrique. Éducation média. J'aime bien l'expression scroll. Scroller, oui, défiler. Ce sont les nouveaux mots liés à la digitalisation. Mais on va faire attention désormais. Moi, je pense qu'il faut se donner ce petit repos-là et puis prendre le temps d'ingurgiter, comme elle le dit, l'info et de rebondir après, n'est-ce pas? Oui. Effectivement. Et nous sommes en train... Oui, allez-y. Comme moi, je le disais, bon, chacun sait ce qu'il va faire sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'elle a dit là, actuellement, moi, je ne me retrouve pas dedans. Ah oui? Non, malheureusement, sinon heureusement. Je sais ce que je vais faire sur les réseaux. Si je vais pour m'évader, pour voir, je scroll. Là, je ne retiens rien, je m'en vais. Mais si c'est pour aller faire des recherches ou pour ça, je vais quand même pas passer à 3 informations et ne rien retenir. Il fut une période où je suivais un réseau social ici avec assiduité.
TikTok. Elle suivait quelqu'un. Elle sait de quoi elle va. Je ne vais pas vous exposer ici. Avouez. Mais elle a fini par comprendre que ça l'absorbait. Ça l'absorbait. Parce que c'est très vite arrivé, justement. En tout cas, merci beaucoup, chers tous. On va vous raccompagner, Patrick, prendre congé de vous. Un homme remplace un homme. Un autre. On installe Marcel Arrossi pour la revue de presse. Bonjour Marcel et bienvenue. Vous êtes en bleu, novembre bleu. C'est comme ça. Jennifer, bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Marcel. Alors Marcel, présidentiel 2026, la CREI a choisi son camp. L'événement du jour s'enflamme et salue la ferveur. Les enseignants de Godomain, précisément, ont pris la CREI et ont posé un choix. Le journal décrit une mobilisation sans équivoque, une assemblée qui se lève, qui acclame, qui adhère tout simplement. Le texte respire l'unité, proclame la conviction et annonce la direction. En tout cas, une direction à suivre. Le journal raconte comment, de l'école primaire au collège, les enseignants et AME unis, solidaires, déclarent leur soutien et en font un acte public. Les enseignants portent Wadaini au pinacle, résument le quotidien car l'événement du jour observe, analyse et met en perspective aussi et derrière les discours. Le journal entend surtout un signal, celui d'une corporation qui cherche la rigueur, qui aspire à la stabilité et qui voit en Wadaini un profil qui rassure. Le matinal déploie la scène de son côté. Une salle comble une ferveur palpable, une mobilisation qui résonne et qui interpelle. Sous le thème « Enseignants, semeurs d'avenir », le matinal peint un tableau vibrant, 12 départements, 12 voix unies, un même souffle dans le même sens. Les enseignants posent les mots, prônent l'éthique, valident la vision et offrent leur soutien au ministre d'État Romuald Wadaini. Le journal rassemble les témoignages, déroule aussi les hommages. Ici, on parle de méritocratie, là on parle de rigueur, plus loin on invoque le civisme, la discipline républicaine. Chaque département en tout cas sculpte sa phrase et l'ensemble compose un chœur national. La presse béninoise, vous l'avez vu, Absolument, les démocrates, justement, Marcel, dans la tourmente, justice, stratégie et survie politique. Bien sûr, aujourd'hui, bon nombre de quotidiens sondent une équation politique aux multiples inconnus. La participation du parti Les Démocrates aux élections locales et législatives de 2026. Une question simple en apparence, mais qui, à la lecture des journaux, prend les allures d'un véritable casse-tête institutionnel. Gaskiani Info dresse un paysage politique secoué, ravive le souvenir amer de l'absence du parti à la présidentielle de 2026 et projette la lumière sur un nouveau front, l'enquête judiciaire qui entoure, interpelle et fragilise les ambitions locales des démocrates. Le journal raconte comment le 6 novembre dernier, le parquet spécial de la Criette annonce une information judiciaire pour un possible réseau de falsification. Une affaire en apparence technique, mais qui, rappelle Gaskiani Info, touche au cœur battant de la démocratie, la crédibilité des candidatures. Gaskiani déroule ensuite la mécanique administrative, quitus fiscal, casier judiciaire. Ces simples documents, écrit le journal, deviennent des pierres angulaires de la légitimité politique. Face à cela, Gaskiani Info relaie la riposte du parti. Guy Dossou Mitokpes, indigne, qualifie l'action de la Criette d'intrusion, plaide la régularisation simple et carte toute intention frauduleuse. Nous sommes légalistes, martèle-t-il. Fraternité, de son côté, change d'angle et attaque le dossier sous un prisme stratégique. Selon Fraternité, les démocrates se heurtent à l'épée de Damoclès du seuil des 20% dans chaque circonscription. Un impératif presque impossible à atteindre en cavalier seul. Le journal rappelle, chiffre à l'appui, que lors des dernières législatives, le parti stagnait à 3%, par exemple,
dans le Koufo, 5% dans le Zou, 10% dans le plateau. Fraternité fustige alors et déplore un manque d'alliance stratégique. Les accords parlementaires, écrit-il, étaient le chemin du salut, un chemin que les démocrates ont ignoré, délaissé, préférant la solitude au pragmatisme. Le journal retrace donc les options. La FCBE, un pari impossible miné par la méfiance réciproque. Le bloc républicain, une alliance arithmétique rentable selon Fraternité, ou l'Union progressiste, le renouveau, une puissance politique, mais un risque d'érosion identitaire pour un parti d'opposition. Fraternité va conclure sans détour, à défaut d'alliance, les démocrates risquent de regarder la future Assemblée nationale depuis les tribunes. Bénin intelligent, lui, durcit le trait. Le journal revient sur les interpellations, relate le communiqué de la Criette qui accuse certains responsables du parti d'avoir grossièrement imité des signatures pour obtenir quitus et casiers. Au final, une question demeure suspendue dans l'ère politique du pays. Les démocrates pourront-ils franchir les portes des élections de 2026 ou resteront-ils bloqués au seuil des soupçons? Affaire à suivre. Affaire à suivre, la question reste posée, la réponse ne tardera pas. On le découvrira certainement très bientôt. Merci beaucoup Marcel de nous avoir permis de faire le tour de l'actualité. Ma chère Ghislaine, ma chère Marvin, heureuse. Oui. Terminus, tout le monde descend. Merci beaucoup d'avoir passé ces 120 minutes avec nous, chers téléspectateurs. On remercie également Karamat Agbataou, notre chef d'édition, et bien entendu l'équipe technique chapeautée aujourd'hui par Christelle Sagboran. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir.